pense que Usain Bolt, il a pas fini premier dès qu'il a fait une compétition. C'était une merde, il était dernier au début. Tu te mets une deadline, quoi. C'est-à-dire que tu te mets face à toi-même, donc du coup, ça t'oblige à aller chercher des ressources. Je pense qu'il y a trop de gens qui passent trop de temps à réfléchir sur leur journée et pas assez réfléchir en amont sur leur semaine. Vous les mettez sur votre agenda, il n'y a pas de ah non, en fait, aujourd'hui j'ai la flemme, bah non, en fait, c'était prévu, donc j'y vais, point barre. Et des fois, les deloads, ils sont pas que physiques, ils sont aussi psychologiques. 100%. Ça reste toujours plus sain d'augmenter le déficit via la dépense énergétique plutôt que via réduire les calories. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 9 de la saison 2 de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain ? Ça va super, et toi, JR ? Ça va super, surtout qu'aujourd'hui on a un invité, Yann Borderie, comment tu vas ? Bah ça va. Et vous les gars ? Ouais, ça va bien. Ça On va bien, on va bien. Ah, c'est un plaisir d'être le premier invité. Premier invité en studio de Young Trainers. Ah, je suis honoré là. T'es honoré là. Ah là, j'ai des étoiles. Ça te plein fait les bizarre yeux, ou quoi ? là. Ah ouais, voilà. Est-ce que t'es impressionné par les caméras ? Ah mais là, je suis impressionné là, les gars. Vous êtes. Tu sais qu'on était un peu stressés nous, au début, les premières fois qu'on a fait, Ah ouais, laisse tomber. on se chie un peu dessus. Hein. Ah, vous êtes des rois, hein. Franchement Ouais. là. Première fois en vrai, c'est parce que vu quand t'as l'habitude de le faire vraiment tout le temps juste en facecam, tu vois, Ouais. classique. À la maison, tranquille, dans ton siège, avec des claquettes. Et puis je sais pas, vu que ça rend moins pro, t'as moins de puis il y a des gens on met pas de billets dessus, donc Ouais. tu te dis bon vas-y, Ouais, on s'en c'est fout si ça. on fait de la merde. Ouais, c'est Il y a toujours ce truc, tu vois, de prise de recul, mais c'est vrai que là c'est un peu plus Ah impressionnant. bah là, on se croirait à la télé là, les gars. Ouais, je te Là, les gars, c'est des Américains. Hein, ça va. Bon, Yann, t'es avec nous pour un petit moment là, pour quelques jours. Raconte-nous comment déjà, qu'est-ce que tu penses de la Roumanie ? Ça fait combien de temps que t'es là ? Alors là, ça fait. Je suis arrivé avant-hier. Ouais. Et si je devais raconter Une anecdote, vas-y. une anecdote, voilà. Le premier truc qui arrive en Roumanie, je prends un Bolt pour venir. Gros, il met ses warnings en pleine. On était sur l'autoroute, quoi. Enfin, sur l'équivalent de l'autoroute. Il met ses warnings, il se gare, il ouvre son capot, il commence à réparer sa bagnole. Ça t'est jamais arrivé en. Attends, Ça Mais m'arrive. il était tombé en panne. Ouais, c'est il ça tombe en panne, Ouais, il ouais. était tombé en panne, ouais. Parce que je suis un rat, j'ai pas été le chercher, Ouais, c'est ça. je devais faire vos bilans. Ah, c'est un mec professionnel. Ouais, je suis un professionnel avant. Incroyable. Bah voilà, c'est Incroyable. la première chose. Il y a qu'en Roumanie que ça peut arriver des trucs Ouais, comme ça. fou. Tu prends Ça ton nous est Bolt. jamais arrivé, nous, quand même. Ah ouais. T'as failli avoir un accident toi la première fois qu'on est venu ? Je crois, ouais, avec un mec, ouais. Mais oui, tu te souviens pas qu'on était la première fois qu'on est venu en Roumanie, t'as eu un accident avec un Bolt. J'ai pas eu, mais j'ai failli y avoir, je crois. Tu m'avais pas dit qu'il y a eu genre un mini accident, genre un Oui, accrochage. si, peut-être, je me rappelle Ouais, plus trop. Si. Mais oui. Ah, mais si, mec, putain. Il y a un mec qui avait J'étais pas tapé avec toi, dans. Qui avait tapé. Oui, si. Ça m'avait pas mal marqué, donc c'est pas trop violent non plus, quoi. En même temps ici mec. Il conduisent. Bah là c'était même pas de sa faute le gars au final. Bah non. Non. Juste, il a une caisse de merde, quoi. Oui. C'est un peu de sa faute, quand même. Mais genre au milieu de l'autoroute par contre il est... Oui, c'est ça. Il met ses warnings comme ça. Et il a dit quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, il y a I have a problem. I need to fix that. Ok. Je suis mort. Ah putain. Bon, on a pas mal de petits sujets à aborder aujourd'hui. Ouais. Je vais faire un peu le point sur ce dont on va aborder. Bon, on a pas mal de petites anecdotes. Yann, il a bossé sur des petites choses aussi dont on va aborder après. Et on va parler également, on va essayer de donner quelques tips pour réussir sa sèche, sachant que Yann... Bah, représente-toi rapidement Ce que Yann. j'allais dire, c'est Ouais. vrai que tu te représentes pour dire un peu qu'est-ce que tu fais maintenant. Parce que Tu du es déjà coup, passé dans le podcast. voilà, Yann est déjà venu dans le podcast dans la saison 1 de Young Trainers, il y a un petit moment. Mhm. On avait fait un super podcast qui avait duré longtemps, je crois qu'on a même fait 2 épisodes, parce que du Ouais. coup, on avait Il avait coupé en été deux. hyper apprécié. Hein. Il y a plein de gens qui Ouais. m'avaient dit il est trop bien l'épisode avec. Ça faisait plaisir. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai que je pense que c'était un de nos épisodes où on avait eu le plus de retours positifs. Ouais. Ce qui est vraiment là la plus-value. Ouais. Bah, représente-toi ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qui fait que t'es là aujourd'hui, chez nous. Qu'est-ce que tu Alors. fais maintenant aussi, parce que ça a changé depuis. Ah oui, puis en plus, ouais, ça c'est a vrai. un peu évolué. Bon, moi, je viens d'être diplômé diététicien nutritionniste du coup depuis l'année dernière. Là, actuellement, je suis en école d'ingénieur agroalimentaire à AgroParisTech. Donc pour devenir ingénieur en nutrition humaine finalement. Et peut-être voilà l'opportunité, la volonté de continuer derrière en thèse et de devenir docteur en sciences de la nutrition. Et puis avant ça, j'ai été gendarme 4 ans. Donc voilà, ça fait un petit parcours de vie. Et puis même avant ça, j'étais en sport-études cyclisme, donc j'ai eu un petit passé de sportif de haut niveau, si j'oserais dire, même si j'ai pas la prétention d'avoir fait des gros résultats. Mais bon, voilà, c'est des différentes casquettes qui font que j'ai développé différentes visions de la vie, différentes compétences qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, mais principalement, mon identité actuellement, c'est vraiment la nutrition, quoi. T'as vécu 10 vies déjà un peu. Hein. Ah, c'est parce que je suis vieux, ça. Ouais, c'est pour ça. Et du coup, AgroParisTech, pour ceux qui savent pas ce que c'est, parce que bon, c'est le moment de saucer un peu Yann, c'est la meilleure école d'ingénieurs de nutrition en France. Hein. Ouais, des sciences du vivant, même si on pourrait être plus large, quoi. Ouais, donc plutôt pas mal. La dernière fois que t'étais venu chez nous, t'en étais où dans ton parcours ?
Bon, plus, en fait, la dernière fois, j'avais pas eu encore mes résultats de BTS. Ouais, t'étais- Ok, ah, ouais, bah, oui, c'est ça, tu savais pas encore que t'allais à AgroParisTech. Si, je savais, parce si, que j'avais, parce que ok, je me souviens qu'on avait parlé un petit peu. Ouais. Mais c'est juste le BTS diététique. Enfin, souvent, on connote les BTS, c'est un peu. On en avait discuté, mais c'est les BTS, c'est un peu sur 2 ans, c'est rapide et tout. Mhm. Sauf que le BTS diététique, tu passes ta soutenance en septembre, enfin même en octobre, et t'as tes résultats super tard Ouais, c'est un en, truc de Google. en novembre, quoi. Donc, quand on avait tourné le podcast, j'étais pas encore, tu vois, officiellement diététicien nutritionniste. Puis depuis, bah, du coup, j'ai ouvert ma petite société de suivi nutrition. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et tu fais du coaching aussi. Voilà. Ouais. Il Bah, fait des suivis nutrition. Ouais. Tu fais une nutrition. des suivis nutrition avec des consultes et tout. Bon, là, j'essaye de le caler dans un emploi du temps bien chargé. Ouais, Ouais. Mais voilà, donc du coup, c'est un peu ça qui a évolué. Voilà, les réseaux qui sont un peu développés et tout ça. Et puis forcément, bah, j'ai appris beaucoup de choses là en école depuis. Donc, Bah, justement, puis, ça ouais. peut être intéressant. Là, bon, je pense que tu as appris beaucoup de choses en termes de théorie, tu vois, automatiquement. Tu as amélioré tes connaissances là-dessus 100%. Mais en termes de pratico-pratique vis-à-vis de ton accompagnement, là, tu sors du BTS, tu fais un accompagnement, tu sors, là où tu en es maintenant, tu fais un accompagnement. Qu'est-ce qui peut changer entre l'Yann post-BTS en termes d'accompagnement client et le Yann actuel en termes d'accompagnement client? Bah, je pense que le plus que j'ai fait, c'est que j'ai standardisé mes process sur plein de choses. Bon, déjà, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai bénéficié de votre expérience. Donc, je suis arrivé dans, je suis arrivé dans le game avec beaucoup plus. Et puis même, on a le doc de suivi. Enfin, qui se lance avec un doc de suivi comme ça, quoi. Yann est le co-créateur du doc de suivi de Romain. Faut le dire, c'est vrai qu'à chaque fois, on te mentionne, mais les gens t'ont peut-être pas forcément en tête. Yann est le co-créateur du doc de suivi. On l'a fait à deux. C'est l'issue d'un. Et comment on a votre doc de suivi, les mecs? On nous envoie un petit message sur Instagram et puis on vous envoie doc sur Instagram. On vous envoie doc sur Instagram. Non, en vrai, vous nous envoyez un message. On a des vidéos pour vous expliquer un peu comment fonctionne le document. Et ensuite, c'est un document qu'on vend pour les coachs, les diététiciens qui veulent améliorer leur suivi et avoir un document qui est le plus qualitatif possible et pour avoir un suivi. Ouais, je pense que c'est game changer. Si vous n'avez pas de document, que ce soit ce document ou un autre, mais bon, ce document, il est vraiment bien pour l'utiliser également. Si vous n'avez pas de document, les mecs, en termes de coaching, faut acheter un truc, quoi. C'est un peu la base, quoi. C'est la base. Sur-là est très clé en main, quoi. On a rentré les recommandations minimum pour la population générale de l'ANSES. Pour les hommes, les femmes. Je veux dire que ça évite d'avoir à chercher sur PubMed telles recommandations en vitamine C, oui, tout parce ça. En plus, au final, c'est qu'il y a des gens qui vont soit créer leur propre document, parce qu'ils se touchent un petit peu sur Google Sheet, ou qui vont même en acheter un autre, mais il y aura très rarement toutes les recommandations que vous avez mises. Il y a toutes les recommandations. Il y a de l'éducation dedans, quasiment. Oui, et il y a aussi la table. La table psychoal, moi j'avais vu aucun document qui utilisait la table psychoal en entière. Je connaissais aucune personne qui avait fait le document de suivi avec une table psychoal. Ou table psychoal qui est la table du coup validée par l'ANSES, quoi. Donc contrairement à par exemple quand vous utilisez une application comme HTSPAL, c'est des éléments qui sont pré-rentrés par des gens. Donc des fois tu te retrouves avec des brocolis qui font 350 cal en fait. Non, il y a un problème. Avec 30 grammes d'huile d'olive dessus. Ouais. C'est lunaire. Ouais. Mais du coup, ça fait que... Et souvent, vous n'avez pas les vitamines, pas les minéraux. Nous, dans le document, il y a toutes les vitamines, tous les minéraux, tous les acides gras. En fait, il y a tout, quoi. Et du coup, potentiellement, vous pouvez compléter la complémentation via ce que vous observez dans le plan alimentaire. Ouais, ça vient compléter le bilan sanguin. Enfin, s'il est fait, au moins, on peut identifier des déficits avant, en fait... au niveau des ingestats directs, et puis après faut backup derrière avec un bilan sanguin si on veut être très précis, mais au moins déjà ça permet de se dire est-ce que de base dans ce que j'ai préparé est-ce que je suis déjà bon, comme ça permet d'ajuster la supplémentation. Et puis même la table psychoal, tu le disais, mais nous c'est ce qu'on utilise à AgroParisTech. Moi j'ai des profs qui sont l'UMR Nutrition qui rédigent justement les recommandations de l'ANSES, et bah c'est son directeur, c'est celui qui a coécrit les rapports de l'ANSES, quoi, qui a été utilisé comme expert, quoi. T'as des grosses pointures dans tes études. En fait, ouais, c'est ça. Si tu veux, AgroParisTech est en lien avec l'INRAE. l'INRAE, c'est l'Institut National de Recherche. Et du coup, en fait, finalement, tous les enseignants-chercheurs qui sont appelés par l'État, si tu veux, pour faire des missions, en fait, ils viennent, la plupart du temps, ils enseignent et ils font de la recherche à AgroParisTech, quoi. Et tu vois, l'année prochaine, je vais me spécialiser en la dominante santé. Et le responsable de la dominante santé, c'est ce gars, François Mariotti, quoi. Ça veut dire que si tu scrolles tout en bas du rapport de l'ANSES, il y a son nom. Moi, quand je révisais mes RA en BTS, je voulais réviser directement sur les recommandations parce que les cours de mes profs en BTS, voilà. Je n'en dirai pas plus, mais je voulais avoir directement la source. Et puis c'est comme ça que j'ai vu en fait AgroParisTech. Je me dis purée, mais pas mal cette école, quoi. Et maintenant je suis là, quoi. Donc très très stylé. Et puis en plus j'ai pu le voir, il a pu expliquer comment sont faits rédiger les normes, tu vois. Ça veut dire que ça part de méta-analyse, puis après ils extraient, ils font des modèles mathématiques où ils viennent ajuster une variable pour voir comment ça réagirait
Enfin, c'est des trucs de zinzin, quoi. Vraiment, c'est des trucs. Faut être accroché à son slip, comme on dit, quoi. Belle expression. Ça, c'est marrant si tu réfléchis. Je disais dans un podcast que j'ai lisé le livre d'Elon Musk, mais du coup, tu dis que tu as été directement chercher les sources au plus proche, tu vois. Et il dit qu'il faisait exactement pareil avec tout. Bah, je pense que en c'est. fait, t'es un peu Elon Musk, quoi. Non, parce que j'aime bien. C'est que potentiellement, t'as pas le biais de la personne qui a écrit l'info, quoi. Tu sais qu'il disait même pour quand il genre là, il parlait d'installation de toits solaires. Il disait quand il va demander des recommandations pour genre enlever des trucs, il va pas voir les techniciens ni les ingénieurs. Il va voir les mecs qui montent le truc. Genre le mec va voir les ouvriers. Enfin, tu vois, c'est ouf de te dire qu'un mec qui est quand même vachement porté ingénierie, tu vois, il se dit, en fait, il y a du bon à prendre sur tous les mecs, tu vois. Genre, et le mec le plus spécialisé, c'est lui que je dois aller demander pourquoi il y a une vis ici, tu vois. Et est-ce qu'on peut pas l'enlever parce que vas-y, on perd 10 secondes en fait. En fait, c'est ce petit travail de fourmi qui t'amène à qui fait que le mec, en fait, la performance de malade, quoi. Surtout que lui, il est dans l'industrialisation, à se dire, ok, comment je peux faire le plus de trucs, le plus de volume, avec le moins de coûts possible, le plus rapidement possible. Donc en fait, tu vois, s'il y a genre 30 vis, bah lui, il dit pourquoi on peut pas en mettre 15 en fait. Là, de où t'en es dans le bouquin de Musk, est-ce qu'il y a des trucs où tu t'es dit, en lisant, ah putain, je vais faire ça maintenant. Qu'est-ce que là en pratique? En fait, il y a plein de trucs où je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des trucs que je fais qui servent à... En fait, lui, il est vachement dans ce truc-là de... En fait, il y a des trucs que tu fais qui servent à rien, tu vois. Et genre, regarde ce qui sert à rien et enlève-le, en fait. Et il dit, si t'as pas enlevé assez... Si tu dois pas rajouter des trucs après, c'est que t'as pas enlevé assez de trucs. Ok. Genre, en gros, fais vraiment le ménage et tu vas te rendre compte. Genre là, par exemple, sur un toit, il a dit... bah, il y avait 30 vis, il a dit, mettez-en que 15. Il en met que 15, ça marche pas, genre le toit, il commence à bouger. Il fait, bon, bah, c'est l'équation, hein, c'est normal. Ça veut dire que fallait en mettre plus. Mais genre, il dit, c'est ce qu'il dit, s'il y a pas 10% des trucs c'est ce qu'il a fait dans le gouvernement américain, en plus. Oui. En fait, le mec, il monte le gouvernement comme il monte un toit. En fait, il dit, si tu dois pas rajouter 10% des trucs que t'as enlevés, c'est que t'as pas enlevé assez de trucs. Je trouve ça trop stylé comme façon de se dire en fait, optimisé par la soustraction, tu vois, que par l'addition. Ah, c'est pas con. Et ça, là, est-ce que t'as déjà modifié des trucs dans ta... Non, pas encore. Non, pas encore. T'as pas commencé à te dire, ah, peut-être que ça... J'ai commencé un peu à me dire, il y a peut-être des trucs, mais j'ai pas eu le temps vraiment d'intellectualiser le truc. Mais par contre, ça m'a amené des réflexions, ça, j'ai aucun doute. Parce que je pense que ce type de bouquin, je sais pas ce que t'en penses, toi, Yann, mais quand tu lis ce type de bouquin, faut vraiment avoir une lecture active et une lecture de réflexion, tu vois. Pas simplement une lecture... je pense que c'est déjà ce que t'as. Hein. En fait, j'ai du mal à avoir je pense que quand je lis, j'ai du mal de toute façon à pas avoir une lecture comme ça. Genre, ça m'amène toujours des réflexions. C'est pour ça que je pense que j'aime bien lire des biographies parce que ça m'amène justement à réfléchir sur des trucs de moi-même parce qu'en fait, chaque domaine est tout le temps applicable dans une certaine mesure à un autre, tu vois. 100%. Si tu fais des parallèles. 100%. Donc c'est ça que j'aime bien, je suis d'accord avec toi. Je lisais le livre de David Goggins, j'avais envie de courir 130 km le matin. C'est problématique de base. Et tu vois, ça c'est intéressant, gars. C'est intéressant parce qu'au final, c'est vrai que quand j'ai déjà eu l'expérience avec un de mes clients qui avait aussi lu David Goggins et qui du coup voulait se mettre un peu à la course. Mais en fait, et c'était quelqu'un qui faisait du bodybuilding. Et en fait, le truc c'est que c'est justement un peu le biais qu'on peut avoir quand on lit Goggins, c'est que comme tu dis, on peut avoir envie de faire ce qu'il fait, tu vois. En fait, ce que dit Goggins, c'est ce qu'il y a à retenir, c'est surtout qu'il faut rester focus, tu vois. Et au final, c'est faire l'inverse que de vouloir courir, se mettre à courir, alors qu'en fait, c'est pas ton objectif de courir, tu vois. C'est intéressant d'avoir ça en tête. Oui, de pas dévier parce que tu... De pas dévier. Ouais. Enfin, si en tout cas ton objectif principal, c'est ça, mais ça peut quand même te pousser à te dire, putain, peut-être plus tard, j'aimerais bien faire ça. Oui, bien sûr, parce qu'il y a le truc de Goggins qui le fait, mais c'est intéressant de lire quand tu lis quelque chose comme Musk. Enfin, le but c'est pas que tu as envie de construire une fusée, tu vois. Le but c'est que tu as envie de prendre ce que ses processus, tu vois, ou de la façon dont il voit son entreprise ou la façon dont il voit ce qu'il fait et de le mettre en place par rapport à ce que tu fais, tu vois, pas de copier entre gros guillemets, c'est pas copier, mais tu vois. Si c'est ça, mais le but c'est pas de copier, c'est de faire des parallèles à ta vie et de l'adapter à ta vie. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça c'est un peu tout le travail de lecture et où tu tires vraiment des enseignements, c'est quand t'arrives à des enseignements beaucoup plus grands, t'arrives à les mettre en parallèle avec ta vie à toi, quoi. Mais c'est même une vraie qualité dans la vie, hein. Arriver à transposer ce que les font. Tu prends un truc qui marche très bien dans un domaine, tu le transposes dans ton domaine, c'est là où t'es très fort, hein. Et c'est là que c'est les génies, en fait, finalement. C'est là parce qu'on réinvente pas la roue non plus, tu vois. Souvent des choses qu'on améliore et qu'on met dans nos domaines. On remet à notre sauce, quoi. Ouais, d'accord. Tu lis, toi, souvent? Moi, je lis tous les soirs. C'est routine, après la méditation. Quel homme. Mais oui, c'est un homme parfait. Et qu'est-ce que tu lis en ce moment? Là, en ce moment, je lis Influence et manipulation de Robert Cialdini. Avec du coup beaucoup de choses. C'est très intéressant. Après, bon, j'avoue,
le soir, ces derniers temps, là, j'ai une période assez chargée, donc le soir, le cerveau fonctionnait un peu moins bien, il avait besoin de lever le pied. Mais c'est très intéressant de voir comment les vices un peu qu'il peut avoir dans la communication, dans les pros de la vente, qu'il appelle les pros de la persuasion. Donc un livre très très intéressant, tu vois, genre la preuve sociale, on en parle beaucoup, ce genre de choses. Les biais aussi de confirmation, aussi de voir... tu vois, par exemple, quand quelqu'un vient... C'est des exemples que j'aime bien prendre. Tu sais, quand un vendeur vient chez toi et t'offre un petit cadeau pour te vendre quelque chose qui vaut plus cher derrière. Et tu te sens obligé de l'acheter, en fait, parce qu'il t'a offert quelque chose. Tu sais que j'ai une anecdote de fou pour ça. J'ai été... la dernière fois, j'étais dans un café. Ah oui. Ouais, l'anecdote est ouf. J'étais dans un café. Le mec est trop cool. Il parle un peu français. C'était en Roumanie. Il parle un peu français. Il me sert un café, enfin du coup je demande un café, il me le donne gratuitement parce que du coup il me dit ouais j'ai été en France et tout, trop cool. Et c'était une petite boutique de café, donc un truc où le café est super bon et c'est pour acheter du café en fait. Lui tu sais c'est un peu comme un vendeur de vin mais lui avec le café quoi. Et du coup je goûte son café, bon j'ai fait un peu trop le bonhomme, je lui dis je veux un café fort. Le truc j'ai cru que c'était de l'eau de vie en fait. J'avais crevé, je l'ai bu, tu sais, à chaque goulée j'étais en mode putain vivant que ça finit, genre c'était du fuel quoi. Ouais, gros c'était du fuel. Et quand c'est sorti ça a dû faire mal hein. Je me rappelle pas mais ouais, menteur. et du coup après du coup je me sentais, enfin, du coup j'ai parlé avec lui et tout, super cool. D'ailleurs le mec ressemblait comme deux gouttes d'eau au lecteur principal de Zombieland, genre c'était le même mec, tu vois qui c'est ou pas? J'ai pas la ref. Il est 2012, t'as vu ou pas? J'ai pas la ref. Bon, tant pis. Vous aurez la ref, vous êtes meilleur que. et du coup, le mec. Du coup, je me sentais pas de rien lui acheter, tu vois. Sachant que j'avais parlé avec lui, du coup, je lui ai acheté. Je lui ai acheté un truc de café. T'as coûté combien? Je sais plus, mais genre 10 euros, un truc comme ça. Bah, tu vois, c'est intéressant parce qu'au final... beaucoup plus cher que, oui, voilà. que juste le café qu'il m'a offert. Avec 10 fois plus cher que le café, tu vois. Oui. Du coup, c'était trop smart. Ouais. Et je lui ai acheté aussi. Et après, il m'expliquait. C'était un bon vendeur parce que tu vois, après, il me disait ah ouais, ça c'est du chocolat du coup qui est fait par des mecs que je connais et tout. Il me racontait toute l'histoire du truc. Tu sentais que le mec était passionné par ce qu'il racontait, tu vois. Et du coup, je lui ai acheté aussi du chocolat. C'était du chocolat au gingembre. Du coup, je me suis dit, ça, j'aime bien ça. Ou du coup, je me suis retrouvé avec 15 balles de trucs alors que j'aurais payé 1 euro mon expresso. Donc, voilà. il a bien lu influence et manipulation. Mais c'est ça que je pense en réalité, que c'est des réflexes que tu développes un peu de façon inconsciente. Le fait de, tu comprends en fait. C'est quand tu mets une réflexion dans ta vente et dans ce que tu amènes à tes clients, quoi, tu vois, tu comprends qu'en fait c'est ce qu'il faut faire. Tu comprends qu'il faut de la preuve sociale, c'est du bon sens en réalité, tu vois. Tu comprends que donner gratuitement t'amène un sentiment de devoir donner de la réciprocité et du coup d'avoir envie de payer autre chose, tu vois, plus cher. Tu vois, il y a des choses que tu finis par comprendre en pratiquant entre guillemets la vente et ton travail de manière générale, tu vois, quand c'est ton propre travail en plus, quand t'es passionné comme lui sûrement, tu vois. Puis il faut donner avant de recevoir, je pense que c'est un peu la base du truc. C'est un peu comme là on lit souvent pour les coachs, le fait de donner des conseils, le fait de faire du contenu gratuit, le fait de faire des vidéos, enfin tu vois, tout ça c'est des choses qui sont ultra importants dans le milieu du coaching pour justement que la personne ait l'impression de recevoir tellement qu'en fait un jour elle a envie de te prendre en coaching. Alors déjà parce que tu lui as prouvé que tu étais compétent, mais en plus parce qu'il y a quand même ce sentiment un petit peu de putain il m'a tellement apporté. Ouais, je lui en dois un peu, tu vois. Ouais, mais c'est pas un truc que les gens conscientisent généralement. Oui. Mais c'est un truc et c'est pas non plus nous, on se dit pas je vais faire ça pour. Mais non, mais c'est la même chose. C'est juste avoir. C'est un peu le truc de te dire ok parce que souvent c'est des gens qui peuvent se dire ah ouais ils nous manipulent ou ça je peux pas je veux pas dire parce que vas-y c'est trop tu sais genre de pas donner trop de value parce que sinon vas-y je donne tout. Non mais puis en plus ça c'est faux ça. Ouais. C'est faux de fou parce qu'en fait de toute façon ça remplacera pour le cas du coaching, ça remplacera jamais un accompagnement, tu vois. La preuve en est, pourquoi je te coach, pourquoi tu coaches Yann, enfin tu vois Yann il commence à s'y connaître maintenant aussi, tu vois, tu coaches plein de coachs, enfin ça c'est pas le point, tu vois, c'est pas le truc de l'information. Justement, t'as besoin autant donner le plus que tu peux pour que le mec se dise ah putain ouais c'est en fait lui il a vraiment de la value à apporter. Bien sûr. Et ce sera toujours il y aura toujours ce plus du côté comme tu dis que tu sois là pour l'accompagnement quoi. Puis il y aura toujours en plus, même si tu donnes, imaginons tu donnes tout, tu fais un all-in sur les informations que avec la personne. Le mec il sait pas en fait que t'as tout donné, enfin tu vois, imagine il sait pas que au final t'as tout donné et que en fait limite le gars pourrait faire son taf de son côté, tu vois. Et du coup toi quand tu vas l'accompagner il y aura puis
peux pas tout donner en réalité. Il y a toujours un truc que tu vas. Oui, puis il y a des vas dire- réflexions. il y a des et tout réflexions qui sur sont- l'instant. Qui sont à son cas précis que tu Voilà. peux pas donner. Bah oui. Sinon, il faudrait faire une vidéo sur lui, t'sais. Bah oui, bah bien sûr, si tu lui crées ça, pourquoi que tu lui crées ça, là oui, tu donnes Ouais, oui, peut-être bah, un peu il trop, a là. tout, là. Mais je veux dire, s'il y a pas ça, si c'est juste de la discussion, tu donnes pas tout en réalité, Non, tu bah vois. non. Mais les connaissances, c'est mouvant aussi, tu vois. Genre, c'est plus. en fait, c'est quand tu parles avec les gens, c'est quand tu vas interagir dans une situation, la même information, elle peut être interprétée de plein de manières, quoi. Enfin, même, tu sais, avec les savoirs théoriques, je pense tout ce que vous avez fait comme formation, tu pourrais, dans un cas, tu pourrais faire de 36 000 fois différent et ça pourrait marcher aussi, mais en fait, c'est juste, Ouais. tu vas prendre cette décision parce que ça te paraissait la meilleure décision sur le Ouais. moment. Pour ça. Et en fait, tu vois, ça, tu peux jamais le donner dans une formation, en fait. 100%. Et c'est pour ça que on n'est pas objectif sur soi-même. Ça veut dire qu'il faut avoir un regard d'ensemble, tu vois. Et je pense Ouais. que c'est vraiment s'inscrire dans ce processus réflectif qui fait que, tu vois, tu vas être bon sur le moment, quoi. Je pense qu'il n'y a aucune formation effectivement qui donne ça. Sauf Young Trainers Programming qui sortira en mai 2025 normalement. J'ai dit quoi? Attends, en plus, j'ai dit mai, mais en plus la dernière fois j'ai dit avril. Ouais. C'est sur Tu sais, Instagram. tous les mois, il change de mois. Mais un mois de plus. Bon, finalement, ça sera en juin. Mec, on est déjà en mars. On a commencé à écrire. Hein. Je serais Non, On a on commencé a à tourner. tourné. On a commencé à tourner. On a commencé à réfléchir au nom des modules. Du coup. et je serai le premier à l'acheter. Je serai le premier pour Putain. rémunérer ce travail de qualité. Ça, Quel j'aime grand bien ça. Parce Seigneur. que j'ai entendu plein de choses sur cette formation. On sait Ils en bien. ont parlé en bac. Et On s'est bien fumé. Hein. Ouais, on s'est bien Ça filmé. fait un petit moment qu'on est dessus. Bah là, du coup, on en parle rapidement. On a commencé à tourner. Et en vrai, c'est un exercice. Je pensais que ça allait être un exercice compliqué. Et en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Et c'est un exercice que je kiffe, en fait, le fait de tourner une formation. Et j'ai l'impression d'être en podcast et de juste être dans un flow, tu vois. Genre, je parle. J'ai mon module qui est du coup devant moi avec les slides et tout, tu vois. Et genre, c'est trop bien. Toi, t'en as pas fait un tout petit peu moins que moi. J'en ai fait moins, ouais, pour l'instant. Ouais. Mais j'adore aussi. Ouais. J'adore aussi. Et bah, je trouve, ouais, ça permet. Enfin, moi, j'aime bien aussi le truc de l'exercice un peu de oral. Mm. Et je pense que je suis assez à l'aise dans cet exercice-là. Donc, et quand c'est en plus dans le fait de parler de mes connaissances et de choses dont j'ai travaillé avec des supports, c'est d'autant plus cool, quoi. Et puis, mec, après, faut se dire aussi que ça fait 2 ans qu'on. Mec, là, ça fait 2 ans, je pense qu'on fait des podcasts. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, Ça fait- du coup, il y a forcément une certaine aisance Bah oui, à l'oral, quoi. 100%. Là, faut aussi prendre du recul là-dessus. Ça fait 2 ans qu'on parle quasiment chaque semaine en podcast. Plus à côté, tu ajoutes des looms qu'on fait avec Ouais, nos ouais. clients ou automatiquement on améliore notre élocution à ce moment-là. Enfin, non pas qu'on le conscientise, mais c'est une conséquence de tout ça, tu vois. C'est une Ouais, conséquence on pratique, de. quoi. On pratique, Tu tout sais, simplement. quand tu fais de la muscu, au bout d'un moment, tu deviens bon, quoi. Bien sûr. Vous devenez des personnages publics, hein. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, tu vois, genre, Bientôt. t'es Un jour. exposé. Enfin, tu vois. Oui, bah, t'es exposé, ouais. Bah oui, t'es exposé, donc forcément, il faut apprendre à parler. Et puis même, vous parlez à plein de gens que vous connaissez pas forcément in real life. Ouais. Pas tout le monde qui fait ça, hein, finalement. Ouais, c'est sûr. On vit dans un microcosme, donc tu vois, on a l'impression que c'est la vie de tout le monde, mais non, en Ouais. fait, tu vois. Oui, c'est clair. Ouais, on a une vie quand même. Enfin, moi, je me rends compte quand même qu'on a une vie qui est vachement différente de la plupart des gens. Ah bah oui, gros, on vit dans un pays de l'Est ou dans un pays de l'Est post-communisme. Bien sûr qu'on a une vie différente des gens, gros. Ah putain, qu'est-ce qu'on fout là? Déjà, quand j'ai dit à mes potes, ouais, je vais voir mes potes en Roumanie, on fait quoi? En Roumanie, pourquoi tu vas là-bas? Personne ne va aller en Roumanie. Ça, tu vois, ça c'est la réflexion que j'avais quand je disais que j'allais vivre en Roumanie. Tu vois, personne ne comprenait. Mais en fait, je leur explique après. Et puis, Ouais, ils bah oui. comprennent, voilà. Ouais. Parce que c'est smart. Alors ils comprennent. Enfin, là, je parle de mon expérience. Je sais pas comment ont vécu tes potes quand tu leur as dit que t'allais là, mais genre ils comprennent. Mais généralement, tu sais, c'est toujours un peu ouais, je capte l'idée, mais enfin personne le ferait. Tu vois, genre c'est genre trop mindfuck pour que les gens ils puissent Oui, se mais- dire. Parce qu'ils ont pas aussi, ils vivent pas du tout dans la vision qu'on a Oui. nous du long terme. Je pense que c'est aussi le passage à l'action. Hein. Oui. Ouais. Oui, c'est aussi se dire, mais attends, je vais vraiment aller en Roumanie. Enfin, tu sais, il y a quand même un bon moment de réflexion. Je vais vraiment faire 30 heures de route. Là si j'oserais dire, faut porter ses baloches quand même, hein, pour venir tout seul ici dans un autre pays. Ah, tout tu seul, vois, ouais. t'organiser- En vrai, t'es pas tout seul. Vous étiez deux, mais tu vois, faut s'organiser. Ouais. Enfin, tu vois, faut faire la démarche de contacter les gens. Enfin, tu vois, Ouais, tout le monde n'est pas capable, tu vois, de. Oui. Déjà, chercher un appart en France pour certains, bah, c'est un défi. C'est un défi, voilà. Ouais. Là, tu le cherches dans un autre pays. Ouais, où- c'est plus simple en Roumanie, hein, je vous préviens. Pour avoir un appart ici, il n'y a pas besoin de 10 000 milliards de trucs. Hein. Ils vont pas de vous demander vos 6 mois de salaire, Non, un garant et tout. Non, ils s'en branlent. Hein. Ouais, on a juste payé du coup. Tu payes et c'est tout, quoi. Ah oui, enfin, ils étaient pas non plus trop fans. Je pense qu'ils étaient pas trop fans du concept qu'il y ait 2 mecs. Oui, déjà, je pense qu'ils. L'homosexualité, c'est pas le truc le plus. Alors, on est... Bon, bref. T'as pas à te justifier. Hein. Terrain glissant. Non, en fait, c'est très. Comment ça En fait, c'est très religieux ici quand même dans les pays de l'Est. donc forcément, ils aiment pas trop les. Bah, en fait, c'était notre théorie. Oui. Ouais. Non, mais c'est ce qu'elle nous a dit, la meuf, non? Non, ils nous a dit, ils aiment pas. Enfin, le fait qu'il y ait 2 mecs ensemble, ils ont pas trop kiffé. Enfin, il y a plein Oui. qui ont dit non.
Oui, parce que ils pensent que bon. On a pris des chambres séparées, ça va. Ouais, j'avoue, ils sont cons, quoi. Bien sûr, dans le bodybuilding, il n'y a que des hommes qui s'aiment. Hein. Ah ouais. On s'aime soi-même. Ouais. C'est déjà très bien. Il est lunaire. Et le passage, il va être cut. C'est les gens ils vont faire des clips. Ah oui, il va y avoir des clips. Hein. Et heureusement qu'on n'est pas trop écouté, gros. C'est sûr il y aurait des clips sinon. Ouais. Fin de On carrière. le savait. On le savait. Fin de carrière pour tout le monde. Ça tourne sur TikTok et tout là. Est-ce qu'on passerait pour réflexion de la semaine, Gérard Bottier? On peut passer aux réflexions de la semaine. Avant ça, je voulais dire un truc en lien avec la Roumanie. Oui, si, par rapport à ce que tu disais sur le fait que fallait des baloches en gros pour venir là. Mais en fait, je pense qu'aussi, ça on en a déjà parlé, mais le fait d'être à deux, genre ça va beaucoup plus vite. En fait, déjà, tu te rassures mutuellement. Tu sais, les craintes que tu peux avoir, tu les as plus parce que non pas qu'elles existent plus, tu vois. Mais en fait, tu te dis, ouais, au pire, il y a Romain, tu vois. Ou au pire, il y a JR, tu vois. Ouais, tu te reposes. Tu te reposes un peu sur l'un et l'autre sans forcément qu'on se les conscientise ou qu'on se les dit, tu vois. Mais genre, tu t'en fous, tu te dis, bon, au pire, je suis deux, tu vois. On est deux, tu vois. Donc il y a ça. Et en plus, ce qui est bien aussi, c'est que pour le coup, on n'a pas les mêmes qualités, tu vois. Et ce qui fait qu'il y a des choses que je faisais qui faisaient pas et réciproquement, tu vois. Et du coup, bah, par exemple, c'est con, mais la meuf, pour trouver l'appart, c'est moi qui l'ai trouvé, tu vois. C'était un peu des coïncidences, parce que j'en parlais aussi autour de moi, tu vois. Toi, pareil pour d'autres trucs. Enfin, tu vois, on s'est un peu complété là où je pense que là, enfin, toi, je sais pas, toi, je pense que t'avais plus envie de déménager que moi. Je pense que si t'aurais mis en place de partir, je pense que t'aurais été sûrement plus tôt que moi. Moi, je pense que mec, que partir solo dans un autre pays tout seul, genre sans personne, je pense que j'aurais mis du temps, tu vois. Je sais même pas s'il l'aurait fait. Moi, j'étais un peu, j'étais pas poussé non plus, mais moi, j'étais vachement, vas-y, faut qu'on y aille et tout. Bah, c'est un peu, à toute base, c'est moi qui t'ai soumis l'idée. Oui. Et après, t'as dit, ouais, de fou. Et après, moi, j'ai. Ouais. Et après, bah, moi, j'ai suivi aussi. Oui, on a bien suivi. Normalement, m'en parlait beaucoup, t'avais besoin de partir. À ce moment-là, t'avais besoin d'un renouveau en plus. Moi, je pense que je serais parti tout seul si j'y avais pas. Ouais, je pense. Enfin, toi, je me serais chié dessus, je pense. Bah, de toute façon, en fait, c'est pareil. Mais après, mais tu le fais, en fait. Mais oui, en fait, le fait d'être courageux, c'est pas de pas ressentir la peur, sinon il n'y a pas de courage. Bah non. Si tu ressens pas la peur, c'est pas du courage, c'est juste que tu fais le truc, tu vois. Le fait d'être courageux, c'est d'agir sans peur. Enfin, c'est d'agir sans tenir compte de la peur, tu vois. C'est que la peur ne drive pas ton action, tu vois. Si la peur ne drive pas ton action, t'es courageux. Faut pas avoir peur de dire, enfin, d'être stressé, tu vois. Genre, moi, je sais que je suis parti tout seul 2 fois un mois à l'étranger. Je vais pas me faire le malin. La semaine avant, tu dis putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais me retrouver tout seul à l'aéroport dans un autre pays. Mon hôtel, il est à 40 minutes. Comment je fais? J'ai mes valises et tout. Enfin, tu vois, tu te fais anticiper tous les scénarios, quoi. Puis au final, tu y vas et puis ça se passe bien. Et en fait, tu dis, tu vois. Et au pire, si ça se passe mal, en fait, ça, c'est des gros trucs d'apprentissage de. Enfin, maintenant, t'es beaucoup plus rassuré. En fait, maintenant, t'es beaucoup plus résilient parce que tu peux partir, en fait, tu t'en branles, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Oh putain, je vais prendre l'avion, je suis stressé. Et puis tu vas pas sur le front ukrainien, tu vois. Oui, ça, t'as été à Malte, tu crois. Ouais, c'est ça. Va, tu t'en sors, tu vois. C'est ça. C'est vrai que ça, c'est quand tu vis le truc où tu dis au pire. Au pire, je me perds, je suis dans la rue avec mon sac. Enfin, tu sais, genre dans le max des max, je fais une nuit blanche et j'essaie de trouver mon chemin, tu vois. Tu trouves un hôtel. Enfin, ouais, il y a plein de trucs que tu peux se produire, tu vois. Je pense qu'on aime bien imaginer le pire, mais tu peux juste. Enfin, tu sais, si vraiment tu te dis, ok, c'est quoi le pire qui peut m'arriver, t'as toujours des solutions, tu vois. Ouais. Et en vrai, en te disant ça, du coup, ça te rassure un peu de dire, bon, en fait, je vais pas me faire égorger, en fait. Donc, ça, c'est valable pour tout, hein, au-delà même du voyage, mais on parlait de lancer sur les réseaux, bon, au pire, tu floppes. Tu continues, tu vois, t'essaies de comprendre pourquoi t'as floppé, tu fais autre chose. Au pire, tes potes se foutent un peu de ta gueule, et puis ouais, puis bah, tu vas t'en remettre. Tu vas pas mourir. Hein, puis en vrai, ce serait con de ça. Enfin, tu vois, si on parle de ça, on a souvent parlé, mais si on parle de ça, enfin, tu vois, ce serait con de pas faire des actions si par peur de qu'on se fout de ta gueule. Enfin, tu vis qu'une fois, normalement. Si... Ouais. Mais c'est ça, on a pas trop du contraire. C'est de croire que tu es immortel. Ouais. Ouais, c'est un beau message, hein. Lancez-vous, les gars. Hein. Faites ce que, tu sais, enfin, là, c'est pour les auditeurs du podcast, mais peu importe ce que vous devez faire dans la vie, lancez-vous. Hein. Que ça soit voyager, se lancer dans un nouveau sport, dans l'entrepreneuriat. Ah, puis toi, en plus, t'as un bon exemple de ça, parce que t'avais quand même, du coup, une vie où t'avais globalement rangé, t'avais quand même une belle situation en tant que gendarme. Une belle situation, même. Hein. T'avais même une très bonne situation, on en a parlé hier. Même d'un point de vue financier ou quoi, t'étais bien, tu vois, et t'as quand même switché de carrière pour du coup aller vers autre chose à 23 ans. Ouais, c'est ça. 22 ans. Ouais. Enfin, tu vois, 22 ans, c'est pas non plus, c'est tard en réalité, tu vois, 22 ans. Donc on pourrait se dire que, tu vois, t'as quand même aussi eu ce truc de un peu les baloches de changer de. Mais il y a eu des mondes aussi. Il y a eu des mondes aussi. Je t'en ai pas parlé hier, mais tu vois, moi quand j'ai dit ça à mes parents, mais c'était la fin du monde. Hein. Ah ouais? Ah ouais, non, mais je me suis fait détruire hein, par me dire quoi, tu pars de la gendarmerie, j'étais sous-officier, tu vois, donc c'est équivalent d'un CDI. T'es payé 2000 € net, t'as un logement de fonction. Quand t'es en déplacement, tu gagnes beaucoup plus. Ouais. Attends, et mes parents me disent, mais non, mais tu vas pas partir, attends.
Qu'est-ce que tu fais, tu vas repartir dans des études. En plus, diététicien, on va dire que ça paye pas trop, on va pas se cacher. Et oui, c'est un milieu. C'est pareil, si tu utilises ce travail-là juste en mode. Je suis à l'hôpital ou je suis en libéral. Enfin, Ouais. c'est super dur de se faire sa place en libéral. En restauration collective, c'est pas très bien payé. À l'hôpital, c'est dur d'avoir un poste et c'est pas très bien payé. Enfin, en fait, j'allais sur un métier où j'aurais été moins payé que ce que je faisais actuellement. Et en plus, en gendarmerie, j'ai des bonnes perspectives d'évolution, comme c'était très rare, tu vois, à 22 ans d'être sous offre, tu vois, quasiment de carrière, tu vois, j'allais passer de carrière. Enfin, tu vois, moi, en gendarmerie, il y en a beaucoup qui me voyaient officier, tu vois. Sportivement, t'es dans les meilleurs. Moi, j'étais pas trop mal. Après, tu vois, en gendarmerie, il y a des très bons, mais oui, moi, mon but, c'était en plus d'aller faire. Ouais, tu voulais vieillir, toi. Ouais, mon but, c'était de faire des thèses d'intervention, quoi. Ouais. Mais voilà, tu vois, genre, c'est-à-dire que j'ai rencontré des obstacles, tu vois, surtout, moi, on m'a découragé de le faire. Mais je l'ai fait quand même, tu vois, et au final, là, je regrette pas du tout. Et quand je rediscute avec mes parents ou même les proches qui m'ont déconseillé, aujourd'hui, ils me donnent raison, quoi. Alors que, tu vois, tes parents te disaient, et souvent vos parents, tes parents, ils faisaient ça parce qu'ils voulaient juste que tu sois en sécurité. Mais c'est ça, ouais. Et aucun parent t'aurait dit, ou c'est très très rare, surtout des parents qui n'ont pas entrepris ou genre de trucs, qui ont une vie assez globale, ils vont vous dire, attends, mais ça va pas de faire ça. Ouais. Alors qu'en fait, après, ils te disent, en fait, t'avais raison, tu vois. Tu vas être heureux parce que tu vas faire ce que t'aimes, mais c'est pas, ils ont pas envie de vous nuire, ils avaient pas envie de te nuire en te disant, non, ne le fais pas. Ouais. C'est juste pour te sécuriser, et peut-être que toi, en tant que parent, t'aurais pu avoir la même réflexion, parce que t'as peur pour tes enfants, quoi. T'as pas envie, Je sais pas si. Toi, t'as entrepris, c'est différent. Ouais, mais oui, mais voilà, mais c'est une bonne réflexion à avoir. Tu vois, nous, en tant qu'entrepreneurs, si quand on aura des enfants, est-ce que vous, là, vous vous imaginez avoir des réflexions comme tes parents ont eu ou au contraire, peut-être un peu plus une réflexion en mode pousser à entreprendre malgré le fait que tu as entrepris. Enfin, je sais pas si tu vois, ça n'a pas biaisé d'avoir un enfant. Ça aide, je pense. Je pense que ça, quand même, tu vois, on a unlock quelque chose dans notre esprit parce que tu vois, là, moi, mes parents, enfin, c'est les filières classiques, je pense, même de beaucoup de nos parents, tu vois, c'est juste, tu sais, ils ont pris un CDI, ils sont restés toute leur vie. Enfin, tu vois, c'est aussi nos anciennes générations qui avaient besoin d'être très sécurisées. Tout ça, on vit plus dans le monde est beaucoup plus dynamique. Tu sais, avec toutes les avancées, on peut faire beaucoup plus de choses, rebondir. Tu vois, on est des générations différentes. Tu vois, genre, je pense que quand vous avez dit à vos parents que vous voulez travailler dans l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, enfin, tu vois, c'est compliqué. Les parents, ils comprennent pas, tu vois. Ils se disent, c'est lunaire, tu vois. Enfin, pour eux, tu vois. Ils captent même pas comment je gagne de l'argent, je pense. Ben oui, mais non, mais tu vois, genre. Tu fais quoi? Bah oui, c'est ça, tu vois. Genre, pour eux, c'est lunaire. Pour eux, il faut cotiser par la retraite, tu vois, être dans le salariat. En fait, ils se rendent pas compte qu'ils se ferment à plein de choses. Et je pense que même à leur génération, ça existait, des gens un peu qui faisaient des choses différentes. Bien sûr que c'était des outsiders, quoi. Ouais, mais c'était beaucoup moins facile, je pense, que maintenant, tu vois, où maintenant, en fait, c'est juste qu'on les voit plus, ces gens-là. Tu vois, c'est avec des réseaux et tout ça. Et puis maintenant, t'as Internet, donc en fait, Internet, ça ouvre quoi. Enfin, tout le monde a Internet, en réalité. Donc potentiellement, tout le monde peut se faire de l'argent via Internet, tandis qu'à l'époque, il n'y avait pas ça. C'était beaucoup plus, enfin, c'était du physique, tu vois, donc quasiment tout. Donc au final, le physique, ça veut dire que c'est automatiquement des investissements à la base qui sont du coup nécessaires. Donc ça nécessite quand même beaucoup plus de sacrifices pour un mec qui est self-made man, tu vois, genre le gars qui commence de zéro et qui a vraiment rien du tout. Et Dieu sait qu'il y en a, hein. Il y a beaucoup de milliardaires, c'est un truc que beaucoup ne savent pas, mais il y a beaucoup de milliardaires qui sont vraiment partis de zéro, hein. Il y a eu, j'avais vu un truc, des millionnaires plutôt, tu veux dire? Milliardaires. Milliardaires aussi. Il y avait une étude de Forbes qui avait pris, je crois, 2000 milliardaires. Il y en a pas énormément des milliardaires, je crois qu'ils en avaient pris peut-être. Je crois qu'il y en a 2000 des milliardaires, un peu plus de 2000. Je dis peut-être de la merde, à confirmer. Et je crois qu'ils en avaient pris un peu moins que ça, mais ils avaient pris un panel de milliardaires. Et ils avaient fait du coup un classement d'une échelle de 1 à 10 de le plus self-made au moins self-made. Donc en gros, 1 c'est t'as hérité, t'as rien fait, tu vois. 10 c'est tu pars du zéro. Enfin, t'es genre classe pauvre. Classe pauvre. Et 8, en gros, c'est classe moyenne. En gros, c'est globalement nous, tu vois. Genre, enfin, voilà, je sais pas tout dit, mais voilà, l'idée, c'est ça, tu vois. Et genre, le max, enfin, la majorité des milliardaires de cette étude-là, de Forbes, je crois que c'est cette année ou l'année d'avant, ils étaient classe 7. Et classe 7, c'est genre classe moyenne, tu vois. Classe moyenne avec peut-être, je crois que 6, c'est genre mignette financière des parents, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Petit capital, mais vraiment très léger, qui n'amène pas à être milliardaire du tout, tu vois. Et genre 1, c'est, je crois, le 1, c'est genre parents milliardaires, tu vois. Et 10, il y en avait quand même pas mal. Je crois qu'il y avait genre, je dis peut-être de la merde aussi, mais je crois qu'il y avait genre autant de 10 que de 1. Et 10, c'est la classe pauvre du pauvre, tu vois. Il y en avait un, je crois, qui avait survécu à Auschwitz. Enfin, tu vois, il y avait vraiment, c'est la classe la plus basse. Je ne sais pas comment c'est plus bas, tu vois. Et c'est intéressant d'avoir ça en tête parce qu'au final, les gens s'imaginent que, bon, milliardaire, c'est vraiment l'extrême, tu vois, mais s'imaginent que pour se lancer ou pour faire des choses, il faut déjà un starter pack de base qui est énorme, tu vois, avec une famille qui te soutient ou une famille qui est justement déjà dans le business ou qui est déjà en train d'entreprendre ou avoir un capital énorme, tu vois, là où en fait on se rend compte que les gens qui ont le plus avancé dans la vie, même si on prend les plus riches actuels, Musk, Bezos, c'est des mecs
qui ont Bezos, je crois pas qu'il était. Je sais pas vraiment. Je sais que Musk, c'était pas. Ouais, en fait, son père était extrêmement riche. Il était riche, il était pas extrêmement riche. Non, pas extrêmement riche, mais il était bien riche. Je suis même pas sûr qu'il était millionnaire. Je crois qu'il gagnait très très bien sa vie. Oui, mais il était pas millionnaire. Il a donné je sais qu'il a donné quand il est parti aux États-Unis, en gros, il a immigré aux États-Unis, il lui a donné un capital, mais c'était pas un truc de malade mental. Tu vas pas sur Mars, quoi, avec le capital. Non, mais clairement pas. Et puis il vivait comme un clochard. Il dans son bureau. Ouais. Et il a quand même, il a quand même vécu en Afrique du Sud. Il a eu sacrément une belle vie de merde jusqu'à un bon moment de jeunesse. Enfin, tu vois, il était pas du tout. Sa mère, elle était. Quand ils étaient aux États-Unis, sa mère, elle faisait 3 travails. Elle bossait H24, ils étaient tout seuls tout le temps. Et je crois que Musk, il était classé 7 sur le truc. Ouais, oui, c'est ça. Je pense parce que son père avait quand même, je pense, a quand même bien poussé le truc. Mais tu deviens jamais milliardaire comme lui avec ce qu'il a fait. Je regarde juste par rapport à ça, justement, pour que je vous dise de la merde. Parce qu'il y a le côté, tu sais aussi, il y a l'anecdote, parce que moi j'aime bien écouter des podcasts un peu motivation le matin quand je me lève là, et à chaque fois ça repasse en boucle, c'est son anecdote quand il a monté PayPal et qu'il vivait dans son bureau. Ouais, il vivait dans son bureau. Ouais, et il avait un matelas par terre. Ouais, et puis qu'il se lavait dans les toilettes du bureau, parce qu'en fait, il explique qu'il était avec son frère, si j'ai pas de bêtises. Ouais, avec Kimball. Ouais, et genre, il racontait qu'il avait le choix, soit prendre un appart ou un bureau. Ils se sont dit, bon, on peut prendre des douches et tout, se laver parce qu'il y a des sanitaires dans le bureau, tu vois. Avec l'eau des toilettes. Ouais, mais genre, en fait, tu vois, je sais pas, peut-être qu'il y avait des douches déjà ou juste un lavabo, tu vois. Ouais. Et en fait, ils ont fait le calcul, ils se sont dit, bon, bah, je préfère prendre un bureau, je me lave dans les sanitaires, tu vois, du truc, et comme ça, on économise de l'argent et je dors sous mon bureau. Il a choisi ça. Oui, il a fait. Enfin, après, bon, c'est un mec qui est un peu. Même là, à l'heure actuelle, avec tout l'argent qu'il a, ça lui arrive de dormir, le mec, dans ses entreprises. Oui, dormir ça. Par terre, dans ses bureaux, tu vois. Oui, tu vois, c'est ça. Il était prêt à faire des sacrifices, et je pense que c'est une belle mise en perspective aussi en fait, il faut être prêt à faire des sacrifices pour avoir des rétributions, des résultats. Ouais, c'est ça, ouais. C'est montrer, tu vois, que en fait, il faut. En fait, tout gain mérite un investissement, mérite d'avoir un dû, tu vois, de mettre en place des actions et tout ça. Après, qu'on aime ou pas Elon Musk, tu vois, genre, c'est souvent les gens font là, tu vois, moi, ce que je respecte le plus chez Elon Musk, c'est juste son parcours de vie, en fait. Ouais, bah, pareil. Et puis même, sa détermination, mais là aussi, sa vision, tu vois, c'est un mec quand même qui est tellement visionnaire. Je pense qu'en fait, tu vois, les gens qui le critiquent sur ses idées, il faut rendre quand même à César ce qui est à César, c'est que sa vie est incroyable. Et tu vois, genre, moi, tu vois, genre, des gens comme ça peut que être inspirant, tu vois. Ouais. Bah, en tout cas, peut-être pas tout n'est peut-être pas à apprendre de lui, tu vois. C'est quand même un mec assez porté sur, très chaotique. Je pense que c'est un mec quand tu le fréquentes, c'est compliqué. C'est un mec et puis un peu lunatique et tout, je crois. Donc ça doit être compliqué, mais comme tu dis, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Le mec est quand même ultra inspirant. Tu lis des trucs de lui, t'es en mode, il est fort quand même. Bon sang. Je viens de retrouver là le classement. Et j'ai pas retrouvé le classement précis, mais j'ai retrouvé les chiffres. Et tu vois, il y a 2600 milliardaires dans le monde et quasiment 1848 d'entre eux sont self-made maintenant. Par rapport au classement. Ils viennent donc comme quoi, plus de la moitié, quoi. Plus de la moitié. Quasiment 70%. Tu vois. C'est ouf. Donc c'est un truc de fou, tu vois. Réflexion, citation de la semaine. Ouais. Moi, au niveau de mon côté, déjà, j'ai pas mal d'athlètes du coup qui sont en prep là. Et bientôt, dans une semaine, tout le monde sera en prep. Là, j'ai 5 athlètes en prep, je vais faire un peu le point. J'ai Inès qui se prépare là pour IFBB France et WNBF France. On a commencé la prep, je crois. C'était une des premières il y a quelques semaines, j'ai plus en tête précisément maintenant. Charlène, qui a commencé le coaching il y a peu de temps avec moi, elle se prépare pour 2 compétitions NPC, une à Lille et une à Toulouse, la Testu Cup, la Lesson Testu Cup, le 26 septembre. Et il y a Adrien, bon lui ça a été le premier qui a commencé la prep, bon j'avais déjà parlé dans le dernier podcast, pendant peut-être un ou 2 podcasts, qui se prépare pour France et Belgique. Et j'ai Marius et Julien qui viennent de commencer la prep aussi. Là il y a une semaine, j'ai lancé leur prep. Même c'était quand? On est quoi là? On est mardi? Ouais bah c'est dimanche, tu vois, il y a 2 jours. Il y a 2 jours j'ai commencé leur prep. Et ils se préparent pour Marius France et Julien WNBF France. Et AFBBN et potentiellement WNBF Belgique, sachant qu'on n'a pas encore les dates de WNBF Belgique, on sait même pas si ça va vraiment se faire ou pas, quoi. Et tu vois, moi j'étais parti pour, je savais pas que WNBF Belgique n'allait peut-être pas se faire. Ça va, Romain?
T'inquiète, on n'entendra pas, ça, je suis con. Pas. J'espère que vous avez entendu. Et du coup, bon, on sait pas s'il y aura WNBF Belgique. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, bah, là, on va rebondir direct. Hein, si WNBF Belgique ne se fait pas, je pense que la plupart qui avaient prévu de faire Belgique, on fera UK, qui en plus, c'est Supernatural, je crois, UK, bon, c'est WNBF aussi, qui a l'air d'être une super compétition là-bas. En plus, en Angleterre, tu vois, là-bas, c'est le nid du body, quoi. Donc, je pense qu'on n'hésitera pas. Et toi, je pense que t'es chaud de y aller là-bas. Quasiment tous ceux-là qui sont partants de faire Belgique à la base, mais qui ne feront peut-être pas Belgique si jamais ça ne se fait pas, iront en Angleterre. Donc, on verra un peu. Et semaine prochaine, j'ai 3 débuts de prep. Mon cher camarade qui est en face de moi, qui commence sa prep du coup après nos vacances. Parce que là, il faut savoir qu'on est en vacances. On peut en parler de ça aussi. Ouais, on part au ski. On part au ski. Première fois pour Yann et JR. Ça va être terrifiant, ils vont être terriblement nuls, ça va être très drôle. Les musclés font du ski. Les musclés font du ski et ça va être le titre. Les young trainers font du ski en vrai. Si on fait un vlog, ça sera les musclés. On fait un vlog. Potentiellement, ouais. Dès qu'on va avoir une belle team de guignols, ça peut être bien drôle. Bah, du coup, il y aura. Bah, on sera nous 3 là, tous ceux que vous voyez, et Nico, le belge, qui sera avec nous aussi. Avec ses gros trapèzes. Ah putain, bah, bah Nico du coup qui commence aussi sa prep aussi là lundi, enfin tu vois lundi là en fait j'ai prévu en avance du coup vu que là moi je suis en vacances aussi, première fois de ma vie que première fois que je suis depuis que je suis entrepreneur que je prends des vacances. Vraiment j'en ai jamais pris mec. Moi non plus. C'était et du coup bah ça va nous faire du bien je pense hein. Ouais. Et du coup bah j'ai lancé déjà la prep pour j'ai créé déjà les diètes pour tout le monde et puis Benoît aussi qui est aussi d'ailleurs Benoît dédicace à lui qui est aussi part au ski mec en même temps que nous. Ah ouais ouais mon appelé Benoît qui est aussi au ski actuellement, je sais même pas où il est mais il est en France certainement et du coup bah pareil lui lundi boum prep comme ça tout le monde en prep. Tout le monde sera en prep. Let's go hein. Bon et bah pour continuer sur les preps, moi aussi j'ai un athlète qui a commencé la semaine dernière, Alexis, qui a perdu déjà un bon 1,5 kg, c'était un bon début de prep, donc ça se passe plutôt bien. On a commencé plutôt agressif du coup, parce que l'idée c'était de jouer la strat, hein, c'est de perdre du gras relativement rapidement au début pour essayer d'être le moins agressif possible quand on arrive à des taux de masse grasse plus bas où c'est plus risqué de perdre du muscle. Donc il y a aussi Yann Vandery ici là, qui va bientôt commencer sa prep pour Men's Physique. Commence quand le NBF France, j'ai pas faudrait que je regarde la date exacte, mais dans quelques semaines. Parce qu'en fait, vu que Yann fait Men's, il a besoin d'être probablement moins sec. Enfin, il a besoin d'être moins sec que pour du bodybuilding classique, hein, puisque bon, on voit pas ses jambes, on voit pas ses fessiers, pas besoin d'avoir le cul strié, pas besoin d'avoir les quads découpés. Et Yann a tendance à stocker beaucoup sur ces zones-là, et donc c'est les dernières zones qui sécheraient chez Yann. Ce qui est bien, c'est qu'on a un peu d'expérience avec Yann, parce qu'on a déjà fait plusieurs déficits. Donc je sais à peu près qu'est-ce qui sèche en premier chez lui, qu'est-ce qui met du temps, et typiquement, ses cuisses et ses fessiers, c'est ce qu'on aurait dû tirer très longtemps pour que ça soit découpé, quoi. C'est clair. Donc il a plutôt de la chance là-dessus. En plus, c'est déjà assez sec en vrai. Tu commences sec, quoi. Ouais. Il est un peu fait pour Men's, le bonhomme, quoi. J'ai encore les épaules relativement striées. Les bras, les épaules. Les pecs. J'ai les abdos. T'as les abdos largement qui sont pas trop voilés encore. Un peu de tour de taille, quoi, tu vois, un peu pour. Petit PDC plus 8 pour Yann, quand même. Hein. 88 kilos aussi sec. Quasi 89. Quasi 80, vous PDC 80, toi Hein à 80, ouais. PDC plus 8, 9. Ouais. Je suis plus petit, moi. Ouais, il est plus petit, là. Tu mesures combien, toi 1,78. Ouais. Ouais. J'en ai 74, moi. Ah là là. Et donc voilà. Voilà, la prep, du coup, va bientôt démarrer. Mais c'est intéressant, là, par rapport à la strat que tu as pour Alexis, parce que j'ai exactement la même. Et tu sais, au début, j'étais. Là, les premières prep, là, tu vois, rien qu'en quelques semaines de lancement de prep, je commence à me refaire des réflexions et à standardiser des processus, tu vois. Et je me dis qu'en fait, être directement agressif, mais genre, tu sais, limite faire un truc un peu débilement agressif, genre moins 1500 cal, tu vois, par rapport si le mec est en surplus, plus augmentation des steps. Quitte à ce que le mec il perde 2 kilos en une semaine, on s'en branle. Au pire des cas, semaine prochaine, il augmente, tu vois. Mais au moins, tu sais, ça permet de se mettre dedans direct. Le mec il perd instant du gras, qu'on prenne limite de l'avance sur une semaine. Le gars il est déjà gras, il perdra pas de masse musculaire. Il a encore assez d'énergie parce que le gars il en a marre de bouffer. Enfin, ou la fille. Oui, et puis il s'entraîne comme un. Vu qu'il a tellement d'énergie, il s'entraîne encore comme un dératé. Donc tu peux être sûr qu'il va pas. Il va pas perdre de la masse musculaire, quoi. Donc tu gardes des protéines hautes. Oui, bah bien sûr. Et comme tu dis, ouais, ça lance bien le truc et ça met en confiance de OK. Ouais, on est bon, on est dans les temps. Voilà, ça boum, hop, tu vois un petit 1 kg qui tombe, enfin, ou même 1,5 kg, tu vois. Tu dis OK, c'est bon. On voit la semaine prochaine, hop, on voit 1,5 kg, allez, vas-y, on augmente les cales, et on repart sur cette allure de croisière. Si on a pris, je sais pas, on a pris 3 kg d'un coup de descente, tu vois, bah, on se dit, bon, vas-y, on est bon, tu vois. Moi, je vais taper à moins 1200 cales, Alexis. Ah oui, bah oui, mais c'est bien. Ouais. C'est bien. Bon, 1200 cales, ça fait 1 kg de masse grasse, hein, après. Oui, c'est à peu près ça. Si tu t'as augmenté la dépense? Un tout petit peu, ouais. Ouais, bah, tu vois, ça. On avait fait pire quand j'avais cuté l'année dernière. Toi, t'avais mis, ouais. On avait mis 2000. Il y a 2000 ouais, mais faut savoir que Yann mange vraiment beaucoup. Avec 10 000 steps en plus. Et du cardio.
Je perdais 2 kilos par semaine au début. Ah ouais, Après, Perdu 12 Yann, kilos en 2 mois. 12 Y- kilos en 2 mois. Yann mange quand même 5000 calories. Tu mangeais quoi, 5000 calories à l'époque? Bon, en fait, 4600. il y a ce qui est traqué, ce qui est pas traqué. Ouais. Bon, parce que ça, c'est intéressant aussi de te dire. Ouais. Yann, pour optimiser ses gains, ne traque pas tout au millimètre. Il a un plan général. Après, il y a des petits gâteaux qui passent. Il y a des trucs. Ouais, mais purement- mais sans être dans l'abus. Sans être dans l'abus. Yann est très très éduqué sur la nutrition. Et si on tend sur une augmentation de son poids, on n'a pas besoin de tout traquer au millimètre près pour optimiser ses gains. On sait qu'il t'en verra sur plus, il augmente ses perfs. Oui, on est peut-être un peu moins précis, mais on s'en branle en fait. Est-ce que ça, on a vraiment besoin d'être millimétré? C'est pour ça que toi tu fais pareil, ça veut dire. C'est pour ça que je fais pareil. En fait, la Et- structure est super clean. J'ai mes Oui. micronutriments, en fait. Tu vois, déjà, j'ai mes 4000 calories propres, hyper clean. Bah oui. Et puis derrière, enfin, tu vois, tu passes devant une bonne boulangerie, elle est 4,9 étoiles sur Google Maps. Et bah, je peux te dire que tu vas prendre un flan pâtissier. Tu vois c'est, comme Et ça pas, c'est comme ça que ça se passe. Et on se dit pas à chaque fois, ouais, faut réguler. Non, non. Puis en plus, toi, tu te dépenses beaucoup. Tendance à avoir quand même à marcher pas mal. Donc, Et malgré ça, est-ce que justement il y a des moments où des fois le poids fait des gros pics en avant et après ça peut arriver. redescend un peu, mais ça se régule. Hein. Ouais, Ça régule, ça fait des ouais. plus 500 sur une Ouais. semaine, et puis la semaine suivante, ça augmente pas. Mais au Ouais. final, dans la cinétique globale, quand Oui, tu c'est regardes la courbe de mon évolution de poids, elle est plutôt Elle est linéaire. plutôt quoi. cohérente. Ouais. Ce qu'il faut garder aussi en tête, c'est qu'au final ce qu'on cherche c'est maintenance surplus, tu vois. Mm. Si Ouais. t'es en maintenance une semaine, ça va, tu vois, en réalité. C'est ça, Oui, ouais. si on se retrouve. Et en fait, c'est la tendance générale qui est importante. Mm. Et donc, du coup, ça fait que tu peux quand même grave profiter de ton surplus, avoir une vie sociale largement comme tu veux, Bah oui. et optimiser tes gains largement, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que là, ce qu'on dit, c'est un peu à débat, tu vois, dans le milieu du body. tu sais, Moi, c'est un contre-courant, je pense. Ouais, tu vois, il y a des mecs, pour eux, tu vois, je suis pas non plus dans, tu sais, un peu le IFIM, tu vois, genre où c'est vraiment super libre. Oui. Moi, j'aime bien le un peu entre les deux. Oui. On citera pas de nom parce que j'ai 2 exemples en tête des 2 extrêmes, mais. Ouais. Cite la balance les noms. Non, on citera pas, mais tu vois, Bah, je pense que vous avez aussi en tête, tu vois, des mecs Bon, moi, je veux très pas. IFM, tu sais, qui sont très libres sur leur tracking de macro, et d'autres qui sont vraiment très très stricts, mais qui traquent aussi, tu vois. Mhm. Et moi, j'aime bien me placer entre les deux. Je me dis, bon, les gars, si vous avez, surtout en prise de masse, quoi, en surplus, quoi, tu T'as vois. tellement de calories, t'as tellement Ouais, c'est d'apports que. En fait, le plus important, c'est d'avoir ses micros, d'avoir ses fruits de saison, ses légumes, son apport en protéines. Derrière, est-ce que tu peux pas aller, je sais pas, t'es avec des potes, tu vas te manger dans. Tu vois, surtout que moi, j'aime bien valoriser, tu vois. Enfin, c'est parce que aussi, je suis en études d'ingénieur agro, mais en France, on a une super gastronomie. Ce serait trop con de se priver d'aller manger, tu vois, je sais pas, dans une bonne boulangerie, dans un bon restaurant, d'avoir ce moment social. Tu vois, on en parlait, tu vois, une sortie par semaine au resto. Quand t'es hors objectif, tu vois. Attends, mais c'est aussi se priver d'un truc de la vie, quoi, tu vois. Ouais. 100%. Et t'as pas besoin. T'as pas besoin de te dire à chaque fois que tu fais ça, ah putain, faut que j'estime mes calories. Ah putain, parce qu'il y en a qui ont Ouais. cet esprit-là, mais. Putain, mais vous tirez. Enfin, Après, vous ça, rendez t'as la pas- vie compliquée pour T'as rien. pas besoin, mais je pense qu'il y en a aussi qui aiment bien, tu vois. Oui, ça les rassure, mais Ouais. je pense que c'est quand même une relation avec l'alimentation Ouais. qui est douteuse. Hein. Hmm. Si t'as besoin de te dire, Oui, oh putain, faut que je traque tout le temps, d'accord. c'est que ta relation avec l'alimentation est quand même bancale, quoi. Et tu sais que déjà, moi, on me le dit, parce que je pèse quand même, tu vois. Ouais. Pour moi, peser, c'est pas enfermant. Tu vois, c'est juste, je pose ma balance, je pèse. Bah Et oui. tous les gens, tu sais, que je croise et que je dis ça, enfin, tu sais, qui sont hors milieu sportif, plutôt body, ils me disent, ouais, c'est hyper restrictif de peser et tout. J'ai dit, Non. mais pas du tout, en fait. Juste, je quantifie ce que je mange, je sais ce que je mange, quoi. Mais c'est pas pour autant que je peux pas aller me faire un resto. Ou... Tu pèses que tes glucides en général, surtout. Ouais, c'est ça, parce que Majoritairement. les protéines, déjà, c'est déjà pesé. Bah oui, c'est et puis plus les simple. lipides, tu les estimes. Si, je pèse des fois les lipides, mais tu vois, j'aurais très Oui. bien pu faire avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, quoi. Oui. En fait, réalité, ça revient au même, parce que c'est que tu pèses l'huile d'olive ou que tu le mets dans la cuillère. Enfin, Ouais, limite, c'est- tu galères plus à la mettre dans la cuillère pour pas faire un tomber à côté que de Ouais, le mettre c'est ça, directement ouais. dans l'assiette. Hein, Ouais, c'est ça, en ouais. pesant. Et peser, ça évite aussi grandement le gâchis. Hein. Parce que Aussi, ouais. les gens, vous n'avez aucune idée quand vous pesez pas de ce que vous mettez. Et moi, du coup, quand je travaillais à l'Arche, les gens pesaient pas. Et les quantités de bouffe qu'on jetait. Et du coup, bah, moi, quand j'étais à l'Arche, c'est moi qui m'occupais de tous les repas. C'est moi qui faisais les. C'est moi qui. Bon, je cuisinais pas tout parce que j'étais pas tout le temps là, mais c'est moi qui faisais les menus. Et c'est moi qui leur disais quelle quantité par rapport aux gens. Du coup, c'est là. Et on suivait les courbes de poids. Évidemment, c'est là où les gens ont pris le moins de poids, en fait. Ouais, c'est Parce ça. que Ah oui, du coup, vous traquez les on poids traquait les tous les mois. des résidents. Parce que c'est des personnes en situation de handicap, donc qui bougent peu, Oui, qui bien ont sûr. tendance à prendre du poids facilement, et qui peuvent amener des problèmes de santé derrière. Quoi. Oui, bien sûr. Et en fait, du coup, ils mangeaient des assiettes énormes, parce qu'en fait, ils leur mettaient beaucoup trop. Et puis, c'était posé n'importe comment les assiettes. Quoi. Il y avait des diététiciens là-bas? Non. Non. Bon, c'était entre C'était guillemets, toi, du coup. c'était moi qui m'occupais de ça, quoi. Donc, non, il n'y avait pas de diététicien, il n'y a rien. Ah, ok. Ils avaient clairement pas le budget pour ça, quoi. Mais du coup, moi, j'étais pas diététicien, mais c'était moi qui avais pris le lead là-dessus parce que c'est moi qui avais le plus de connaissances en nutrition, quoi. Plus d'expérience que certains diététiciens. Ouais. Bah oui, Là, du coup, j'ai expérimenté, du coup. Hein. Ouais. Oui, de fou, t'as fait de la restauration collective. Bah oui, T'as fait on des était- stages en resto. On était 14 quand même, hein, donc il y avait quand Ah, c'est même. de la resto, quoi. Il y avait une réflexion aussi en termes de quantité, en termes de. Donc c'était cool. Moi je kiffais Il y trop. avait que 14 résidents?
Ah oui, dans ton aile. Il y a même pas dans le truc. En fait, au maximum, on était 14 à manger, tu vois. Ok. Donc, ouais, mais dans tout l'arche, il y en avait plus. Hein. Ah oui, voilà. Mais c'est juste dans mon foyer à moi, il y avait 7 résidents et avec toutes les personnes accueillies, tous les accompagnants et tout, bah, on était en général, on était plutôt entre 10 et 12, quoi. Ok. C'est plutôt une grande famille, donc en vrai, ça se fait quand même assez facile. Oui. Donc, ouais, c'était cool. Tiens, pour revenir sur ma prep, il y a aussi un truc qu'on va mettre en place et qui est un peu unpopular, c'est que je pense qu'on va faire beaucoup plus de cardio que ce que ferait la majorité des gens en prep. Et c'est vrai que tu vois, ça peut être vu, tu donneras ton avis là-dessus parce que c'est toi qui viens d'arriver, mais tu vois, genre, les gens pensent que si tu fais beaucoup de cardio, après ça dépend des profils, tu vois, du contexte, mais que ça pourrait favoriser, tu vois, la perte de muscle, tu vois, surtout dans une prépa body. Et on sait que nous, on était parti sur, tu vois, 2-3 séances de cardio par semaine en plus de mes trainings. Donc, c'est ok, hein. Tu vois, mais avec du vrai cardio pour le coup. Mais voilà, du coup, et après, juste avec l'objectif aussi, ça je le place là, de faire peut-être un semi-marathon post-compète dans le mois qui suit. En moins d'1h30, voilà, j'annonce, les termes sont lâchés, je peux plus me défiler après. Tu pourras reprendre ce passage-là et le mettre maintenant juste avant le moment où tu franchiras la ligne d'arrivée. Et si je fais une 32, je pourrais le mettre game over. Ça fera du lifestyle pour Yann. C'est ça. Hâte de voir ça. Mais du coup, on a pas mal de cardio parce que Yann, c'était en vrai un ancien athlète cardio. Hein, t'as quand même du vélo à haute. Donc je pense déjà que t'as une capacité de récupération qui est largement au-dessus de la moyenne, de tolérance à l'effort aussi. Et t'aimes particulièrement ça, quoi. Et par contre, tu tolères bien le déficit, mais tu le vis pas non plus super bien de te descendre trop bas. Oui, je pense. Tu deviens un petit peu bougon. Ouais, bah après c'est sur les hormones, quoi. Ouais, t'es un peu à plat. Ouais, et tu le sens. Donc je pense si on peut rester le plus haut possible dans ton cas, sachant qu'à mon avis on va pouvoir rester haut et que tu perds très bien. Mais en fait, on favorise probablement ton adhésion, on favorise probablement aussi ta rétention de masse musculaire, parce que du coup des performances qui sont meilleures. Enfin, tu vois. Mais t'es pas non plus si gras que ça, quoi. Ouais. Et tu vas vite arriver à un stade où tu vas être quand même assez sec, tu vois. Ça va être du petit grappillage de. Et je pense que ça reste toujours plus sain d'augmenter la dépense via documenter le déficit via la dépense énergétique plutôt que via réduire les calories. Parce que du coup, ça fait moins d'apport en micronutriments, etc. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que là, du coup, tu restes. Ouais, ça dépend de. Sur cet aspect-là, je suis d'accord. Si tu peux, en tout cas, parce que comme je dis, ça dépend du profil des gens, ce sera pas possible. Mais là, dans le cas d'Yann, c'est possible. Donc si on peut laisser les apports le plus haut possible en augmentant la dépense, ça peut être bien. Après, on verra peut-être à un moment de la prep, il y aura trop de fatigue et on ajustera, tu vois. Mais c'est surtout aussi au niveau de la forme de cardio, parce que c'est plutôt course à pied au début, et course à pied, c'est vrai que ça peut être traumatisant pour certaines personnes. C'est vrai qu'on conseillerait pas, tu vois, à quelqu'un, je suis sûr, tu sais, en prep, de se mettre à courir. Non. Moi, c'est juste que je cours de base, tu vois, genre, je cours une fois par semaine, même en prise de masse, quoi, tu vois. Et ça te fait du bien aussi mentalement. T'aimes beaucoup le fait de faire du cardio. Donc ça peut t'aider aussi là-dessus. Et c'est vrai que c'est du coup du cardio, on dirait mi-d'intensité, tu vois. Et du coup, c'est quand même un cardio qui est assez stressant pour le corps, quoi. Bah surtout là, en plus, le cardio que je fais, c'est parce que dans mon cadre des études, je suis obligé de faire j'ai un sport obligatoire. Et là, c'est du fractionné pour le coup. Donc c'est même des fois du 110% de la VO2 max avec des 200 mètres à fond. Et tu vas devoir faire ça en prep? Mais ouais. Oh, putain, merde. Et je faisais déjà ça avant, là, en prise de masse. À 89 kg. Ouais, putain, tu sais, ça faisait pour ceux qui ont les rêves, des fois, je faisais des 5 km, tu vois, à 4,20 au kilo, quoi. Et puis vu qu'Yann c'est un mec un peu compétitif, il déteste perdre, donc il veut fumer tout le monde. En fait, il y a des petits mecs mecs de 60 kilos qui cavalent bien là, des duathlètes et des triathlètes, et faut que je les accroche, quoi. sinon il vit pas bien. Ouais, c'est ça. Et puis je lisais le livre de David Goggins en même temps, je dis est-ce que je les lâche, est-ce que je sentais mon cœur battre dans mon tympan, là, ça c'est quand on fait du cardio à fond, je me dis est-ce que j'ai le droit d'échouer? Non, là je n'ai pas le droit d'échouer. Et du coup il se fume. Voilà. Du coup pour finir, je voulais juste parler de la prep. J'ai une athlète qui monte sur scène bientôt. Donc en première compétition en mars en Angleterre, à Birmingham. Du coup, on est en fin de prépa du coup, et je vais parler un peu des stratégies qu'on a mis en place parce que c'est assez intéressant. J'en ai parlé aussi un peu avec Yann parce que du coup Yann la connaît aussi. Et du coup c'est lui fit coach sur Instagram. Et du coup c'était, on voyait qu'au niveau de la fin de prépa c'était assez dur de perdre du gras. Et elle stocke vraiment sur des zones très particulières. En fait, si on regarde son physique au début de la prep, elle est quasiment sèche du haut du corps depuis le début. Donc elle était présentée sur scène au niveau du haut du corps au bout de 2 mois de prep, limite. Mais elle stocke en grande partie sa masse grasse sur fessier ischio, quoi. Et donc du coup ça a amené deux problématiques. Donc là c'est que du coup elle a pensé, je pense, à long terme, enfin avant qu'elle avait un point fort sur fessier ischio. Donc elle a très peu travaillé ces zones-là de manière intense, on va dire, en termes de volume d'entraînement, en termes d'intensité, etc. Donc c'était
un peu au second plan. Ce qui fait que du coup, maintenant qu'elle a perdu une grosse partie de sa masse grasse, bah, ça reste un gros point faible, quoi. Et donc, ça se voit pas forcément comme un point faible, visuellement. Un peu quand même, mais pas tant que ça. Mais surtout, je pense vu qu'elle a pas énormément de masse musculaire à cet endroit-là, ça rend la zone, en termes de rendu visuel, en termes de sèche, qui est pas ce qu'on espérait vraiment en termes de conditions, quoi. Donc du coup, là, on a eu pas mal de stratégies en place, parce que du coup, bah, le poids descendait plus trop, tu vois. On a essayé, du coup, on en a parlé avec Yann. Moi, ce que j'avais essayé de mettre en place, du coup, c'était surtout des recharges au niveau des glucides pour essayer de manager la fatigue. Et de ce qu'on voit, de ce que j'avais vu dans les menus, c'est que ça pouvait réaugmenter, en tout cas j'avais fait une semaine du coup de diet break, et pour essayer de réaugmenter son comment dire, pas vraiment son métabolisme, mais en gros, c'est en fait limiter les adaptations métaboliques qui auraient pu. Ça veut dire, je pense que quand on parle d'adaptation métabolique, c'est vrai que c'est assez vague. Ouais, c'est assez vague. Hein. Je pense que c'est surtout peut-être au niveau de la thyroïde, au niveau la T3, T4, au niveau du métabolisme, la thermorégulation, tu vois, tout ce qui est thermogenèse, au niveau du tissu adipeux brun aussi, puis peut-être tout l'unit, quoi. Moi, c'est quand surtout, oui, c'est ça. L'unit, de manière inconsciente, la dépense énergétique qu'elle peut avoir, parce qu'en fait, plus moins vous mangez, plus votre corps va essayer de survivre, et donc va essayer de diminuer la dépense énergétique inutile, quoi. Inconsciente, quoi. Vous allez moins bouger, vous allez moins parler en bougeant les mains, etc. Enfin, plein de trucs comme ça. Et mis bout à bout sur des semaines et des semaines, bah, ça a un impact, quoi. Donc du coup, on a essayé de faire ça. Ça n'a pas forcément super bien fonctionné. Elle a reperdu du gras, mais la condition a du mal à s'améliorer dans ces zones-là. Du coup, on a essayé. Là, on a fait un autre truc, tu vois, en ce moment, on fait une recharge par semaine. En fait, j'ai fait des trucs qui sont pas forcément backup. Alors, scientifiquement, on se dirait, bah, ça n'a pas forcément énormément de trucs, mais ça a tellement de bénéfices psychologiques pour qu'elle tienne après son plan, où là, elle est à genre 1100 cal avec 15 catch steps, 60 minutes de cardio par jour, donc un truc quand même assez violent. Hein. Et en fait, du coup, mon truc de dire ça, c'est genre, je la mets pendant un jour, du coup, je la mets plus en glucides, où je descends ultra bas les lipides, genre 5 grammes de lipides, et que des glucides pour recharger, parce que bah, du coup, on sait que potentiellement, bah, ça va juste. Ces calories-là vont surtout être utilisées pour recharger les stocks de glycogène, et qu'elle ait plus d'énergie ensuite, quoi. Et en vrai, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Et là, on a fait une autre strat de baisser ultra bas les glucides et remonter les lipides. Et ça a l'air de plutôt fonctionner à calories égales, tu vois. Genre, elle perd plus de gras que ce qu'elle perdait avant, quoi. Elle perd plus de poids, plus de gras. Par contre, l'énergie, c'est. Elle perd plus de poids en étant autant lipide. Ouais. Parce que c'est intéressant, ouais. Est-ce que ça serait pas lié, genre, hormonalement, le fait qu'elle ait plus. Que ça relance un peu plus les hormones? Tout ce qui est hormones stéroïdiennes, tu vois, hormones sexuelles. Ouais, peut-être. Et puis aussi, t'as peut-être l'hypothèse que, tu vois, les glucides, tu sais, tu joues vraiment sur l'insuline. Donc ça peut être métabolisé plus ou moins rapidement. Alors que, tu vois, avec tout ce qui est lipides, tu sais, au niveau c'est métabolisé un peu plus longuement. Tu vois, donc il y a peut-être moins ce truc de ça fait varier l'insuline, donc ça favorise, parce que l'insuline favorise le stockage quand même, tu vois, parce que le but c'est d'épurer un peu, tu vois, la glycémie. Donc t'as pas aussi ça, tu vois, qui fait que ta glycémie elle est plus linéarisée. Enfin, tu vois, c'est des hypothèses, hein, parce qu'il faut voir comment sont pris ces glucides, tu vois, dans le bol alimentaire. Mais c'est vrai que tu vois, c'est le genre de question que j'aime bien parce que ça fait réfléchir au niveau métabolique, tu vois, comment est-ce que tu rends, tu vois, les différentes voies métaboliques, est-ce que tu simules pas plus ta bêta-oxydation, machin, truc, ça c'est intéressant. Bah ça c'est bien parce que toi, du coup tu peux avoir ces réflexions qui sont plus poussées que nous on peut pas forcément avoir avec Gérard, parce qu'on n'a pas cette compréhension. Nous on a une compréhension assez théorique et très pratico-pratique, et toi t'as des compréhensions très théorique, mais plus loin dans la théorie, parce que nous on a quand même des bases théoriques. Toi t'as des bases théoriques carrément biochimiques aussi, etc., qui te permettent de mieux comprendre certains aspects, donc c'est vrai que c'est intéressant. Et donc là c'est la strat qui a l'air de globalement fonctionner pour le moment. Après on a eu des moments dans le pré où ça a été plus difficile aussi en termes d'adhésion, ce qui a fait que du coup on a sûrement, je pense, perdu un petit peu de temps. On aurait peut-être plus de temps, ça aurait pu être mieux. Puis après il faut aussi se dire, et c'est ce que je mentionnais avec elle, c'est que en fait quand c'est une première compétition aussi, il faut bien se dire que on n'aura pas les meilleures conditions du monde, quoi. On aura toujours les meilleures conditions probablement sur ces autres compétitions que sur ces premières. Et moi je trouve important de se dire, ok, parce qu'on pourrait dire j'ai pas une bonne condition, c'est à quoi je concours, tu vois. C'est valable comme questionnement, je pense qu'on peut se le poser, hein, et c'est une question que j'aurais pu me poser moi-même si j'ai pas une bonne condition. Mais je pense qu'il y a quand même, si vous voulez faire du bodybuilding à long terme, il y a de l'expérience à aller prendre, quoi. Il y a de l'expérience à, ok, je monte sur scène pour la première fois, qu'est-ce que ça me fait, comment je me sens, je pose sur scène, vous avez des retours des juges, ok, qu'est-ce que je dois améliorer, enfin, c'est trop con de se dire, ah bah non, vas-y, j'ai pas une bonne condition.
ça serait oui pour l'ego, ça fait mal. En fait, c'est comme tous les compétiteurs. Hein. Je pense que Usain Bolt, il a pas fini premier dès qu'il a fait une compétition. C'était une merde, il était dernier au début. Et après, maintenant, c'est le boss, tu vois. Tout le monde le connaît. Donc, je pense que c'est bien de remettre ça en perspective et pas voir ça comme un one shot de ça, c'est moi et ça sera toujours moi vu que j'ai pas une bonne la condition que je voulais. On est loin de dire qu'on a une mauvaise condition, mais on n'a pas eu la condition forcément. On n'aura peut-être pas la condition qu'on voulait, mais je pense qu'il faut remettre ça dans le contexte, quoi. La phrase que j'aime bien placer, c'est que l'expérience, c'est la somme des échecs. C'est beau. Et moi, j'en avais une autre. Rome ne s'est pas construite en un jour. Ah, très bon. Donc, votre physique et votre condition se construira au fur et à mesure de vos échéances, de vos compétitions. C'est vrai que le bodybuilding, je pense que c'est sûrement l'un des seuls sports, j'ai l'impression, que où les gens voient ça comme un one-shot en termes de compétition, tu vois. Fou. Et ils voient pas ça comme une carrière. Là où justement, si tu vois ça comme une carrière, il y a deux choses qui vont s'induire. C'est que déjà, premièrement, tu vas t'enlever cette pression de la première, qui apparemment, chez certains, la dernière, alors que c'est pas le cas. Et ça va te permettre, comme tu l'as dit, d'avoir des retours des jurys et de savoir quoi améliorer après. Donc c'est, je pense, beaucoup plus simple et on vit beaucoup mieux ses préparations en voyant ça comme vraiment toute une carrière de compétition plutôt que juste le one shot, le show de ma vie et ça y est, je fais rien d'autre, tu vois. J'avoue que les gens ont du mal à voir ça comme ça. Mais parce qu'en fait c'est pareil, c'est que c'est normal. Le tennis, tu prépares pas 8 mois de sèche, agressive. Ça dépend des... Oui. Tu vois, je dis pas qu'il n'y a pas d'autres sports. Si on parle des sports de combat, il y a quand même ces préparations, mais généralement, je m'avance peut-être un petit peu sans savoir, mais sûrement que c'est les prépas de sexe sont quand même peut-être moins longues pour ce type de sport. Je me trompe peut-être, mais je pense pas. Donc, je pense que le bodybuilding, c'est sûrement le seul sport où quand on parle de compétition, l'investissement en termes de préparation en amont de la compétition est super important, tu vois. Certes, sacrifice et tout, quoi. Ouais, certes, les autres sports, il y a quand même toujours ces préparations. Mais, je veux dire, les autres sports, en gros, c'est une prise de masse. Enfin, tu vois, genre les gens vont être autant investis qu'un bodybuilder en prise de masse. Oui, c'est de la pratique, quoi. C'est de la pratique. C'est juste, ils continuent à pratiquer. Il y a sûrement des phases. Je dis pas, hein, il y a peut-être des prépas qui vont me sauter dessus, mais il y a sûrement des phases. Et ça, j'en suis persuadé. Ou que toi, tu le sais peut-être aussi, toi, en tant que aussi pratiquant d'autres sports. Le cyclisme, c'est violent quand même. Bon, en fait, le truc là où je dirais, c'est que c'est différent, c'est que et c'est pour ça aussi que moi, je me vois pas faire du body toute ma vie. C'est que le body, tu fais une compétition tous les 6 mois, quoi. Tu vois, tous les ans. Tous les 6 mois, tu veux dire? Ouais, mais non, mais en body, enfin, tu vois, une compétition, tu peux faire quoi? Tu sais, quand tu fais une saison, peut-être enchaîner plusieurs, tu sais. Oui. Sinon, t'en fais tous les 2-3 ans des compétitions. Oui, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que quand t'es en saison, au max, tu vois, tu vas faire quoi? Tu sais, les bons compétiteurs, tu sais, ils arrivent à enchaîner plusieurs, tu sais. Oui, tu peux faire 4-5 compétitions. Ouais, tu vois, mais c'est le max que tu vas faire, tu sais, il faut vraiment, tu vois. 5, je pense que tu tires. Tu tires, ouais. Peut-être la personne qui fait 17, quoi. Ouais, mais tu vois, enfin, ce que je veux dire, déjà, t'en fais 2 par an. C'est pas mal, tu vois. Tu fais deux compètes avec une bonne. Pas tous les ans. Il faut éviter d'en faire tous les ans. Hein. Ouais, c'est ça. Alors que tu vois, par exemple, moi, je faisais du vélo. Donc, quand je faisais du vélo, je faisais 2 courses par week-end. Ouais, tous les week-ends, t'avais tout le week-end, c'est-à-dire que je me suis chié sur une course le week-end d'avant. Je dis, bon, bah, je repartirai le week-end suivant. C'est vrai que t'as moins. Vu que c'est tellement c'est tellement du one shot, enfin, en termes de. Quand tu fais de la compète, tu peux pas, t'as pas le droit de te louper un peu, tu vois. Et puis surtout que tu savoures beaucoup moins. C'est-à-dire que tu vas te préparer pendant 8 mois pour savourer une journée. Alors que tu vois, dans n'importe quel sport, tu vois, les sports, enfin même tu prends la course à pied, le trail, le foot, enfin tout ce que tu veux, ils ont quand même des compétitions régulières. C'est-à-dire qu'ils peuvent savourer, tu vois, les victoires, s'ils en ont, tu peux les savourer, tu vois, plus régulièrement, tu vois, genre. Je sais pas, moi, quand j'ai fait des super saisons en vélo, bah tu sais, j'ai fait 20 podiums en une saison. Pendant un an, enfin c'est une saison, c'est même 9 mois, tu vois. Pendant 9 mois, quasiment un week-end sur 2, j'étais sur le podium, quoi. C'est-à-dire que tu kiffes. C'est super agréable, quoi, tu vois. Tu gagnes des courses, tu t'es mis en avant. Le body, en fait, même si tu gagnes une compète, tu vois, tu gagnes la compète, tu te dis, et puis il y en a qu'un qui gagne, tu vois, genre, donc dans ta catégorie. C'est vrai que c'est un sport particulier. Il y a quand même un podium, généralement, tu vois. Oui, mais c'est, enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est super ingrat dans le sens où tu vas être récompensé, tu vas avoir ton shot de dopamine sur un moment. Pour un truc que tu auras tiré pendant des mois. C'est aussi la beauté du bodybuilding, je pense. Oui, c'est aussi ça qui fait que c'est dur et que tu vois, tous les athlètes de body, tu vois, ça reste des mecs avec un sacré mental et souvent ça se transfère après dans la vie. Voilà, on en parlait souvent, c'est ce qui fait que même si moi j'ai jamais concouru, toi non plus encore actuellement, mais il y a quand même des choses, mais par le fait que même au-delà de la compétition elle-même, le simple fait de la pratique du bodybuilding, du fait qu'en fait tu fais le sport et que d'ailleurs en plus c'est j'ai envie de te dire encore pire parce que t'as même pas encore quand tu concours t'as la compétition, mais nous là toutes nos années de pratique il n'y a jamais eu de compétition, donc en fait c'est tu pratiques t'as jamais de récompense, tu pratiques ta récompense c'est ton physique, oui mais c'est qui vient, mais genre
tu grappilles, très, très lent, tu ouais. grappilles un petit pourcentage Ouais. tous les X mois, tu vois, et tu t'en rends à peine compte, et tu finis par t'en rendre compte des fois tous les 6 mois où, j'ai bougé un peu, j'ai pris un peu de biceps, mais tu vois, il y a tellement peu de récompenses que, comme tu dis, ça se retranscrit sur d'autres choses. Et ça, quand tu arrives à unlock un peu, comme tu disais tout à l'heure, l'expression, tu vois, cette façon de voir les choses, cette façon justement d'aborder la vie, cette façon d'aborder toutes les actions que tu mets en place, tu peux retranscrire ça sur d'autres choses. Et sur le travail, c'est pareil, tu pratiques, t'as quasiment aucune récompense. Des fois, t'en as une petite, tu pratiques, et tu finis par en avoir une un peu plus grosse de temps en temps, tu vois. Et ça, quand tu arrives à mettre en place ça dans tous les aspects de ta vie, mais tu peux aller super loin. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, d'accord. Putain, le passage là, ça va faire un bon passage. Ça. Ah là. Très bon, très bon. Ah là là. Je vais le cut, ça va être sur Insta. Il est fort. On est bon, je crois. Tu voulais parler d'autre chose là, de ton côté, par rapport aux compétitions? Non. Une conversation qu'on a eue Yann et moi sur WhatsApp ou sur Insta, je sais plus, qui était intéressant. Je me suis, en fait, quand on en a eu cette conversation là, je me suis dit, viens mec, tu savais qu'on allait se voir en podcast, viens mec, on la garde et on en parle en podcast, tu vois. On fait ça souvent avec Gilles. Ouais, mais on parle quand même. Bah là c'était un peu différent, c'était à distance, donc même si au final on a parlé hier. Oui, c'est ça. On parle souvent de grind, donc que ce soit dans le travail, que ce soit dans le sport, dans ce qu'on entreprend. Et grind, en gros, ça signifie de travailler. Enfin, je sais même pas comment on pourrait le définir. Je vais peut-être me corriger, mais en gros, c'est travailler. C'est un peu ce qu'on vient de dire juste avant, c'est-à-dire travailler sans forcément avoir les récompenses, mais travailler, persister dans les actions que tu mets en place, tu vois. Ouais, persister dans les. Moi, je vois ça lock-in comme un peu, tu vois. Persister, ouais, Lock-in, c'est lock-in. Persister dans l'effort. Enfin, sentir qu'il y a une pression que c'est dur. C'est dur, ouais. Et que tu t'es en mode, t'es en mode survie un peu, tu vois. Voilà, t'es pas sur un rythme de croisière, qu'on va dire. C'est un peu comme, au final, le grind, c'est aussi ce qui se passe quand on fait un mouvement de musculation, et quand ça commence ce qu'on appelle à grind, c'est le moment où ça ralentit inconsciemment, ça devient super, super dur, et toi tu luttes pour continuer, tu vois. C'est un peu la même chose pour du coup le travail et pour le développement perso, etc. Et du coup on parlait avec Yann alors je sais plus comment on en est venu à parler de ça. Je pense que c'est parce que j'avais ma période de partiel et que j'étais vraiment dans le rouge. J'ai vraiment dans le rouge, ouais. Et on a dû commencer à parler de grind, et on en est venu un peu à une réflexion, toi et moi, sur à quel moment en fait il fallait s'arrêter de grind, et à quel moment il faut lever le pied, et qu'est-ce qui était probablement un bon grind et un grind sain qui permet de durer sur le long terme. Moi, mon point, alors j'ai plus en tête ton point à toi, donc je vais juste parler du mien pour l'instant. Mon point, c'était que je vois la vie un peu comme des saisons, tu vois. Et ce que je disais, c'était que justement la saison actuelle, c'est une saison qui me permet, en termes professionnels purs, tu vois, où je grind beaucoup, où je travaille, je fais des grosses plages horaires, parce que justement, j'ai pas de gens qui peuvent, enfin, ou du moins, j'ai très peu de personnes, même si actuellement, je bosse avec quelqu'un, j'ai mon community manager, mais donc je commence déjà, tu vois, à déléguer des choses. Mais j'ai pas encore énormément de personnes qui peuvent faire du taf pour moi. Du coup, je bosse beaucoup dans mon entreprise, qui me permettra, dans cette saison actuelle du coup, mais pour la prochaine saison, de bosser moins, parce que j'aurais bossé beaucoup maintenant, tu vois. Donc ça, c'était un peu mon point, que je voyais un peu la vie comme des saisons, et qu'il fallait aussi endurer et juste se dire que c'était comme ça, tu vois. C'était quoi ton point par rapport à ça? Je pense qu'en fait, tu vois, on tombait plus ou moins d'accord, mais c'était de la nuance. Et je pense qu'aussi, c'est le fait qu'on soit dans deux contextes différents, et peut-être que si on avait inversé nos contextes, on aurait, tu vois... J'aurais sûrement le même discours que toi. Tu vois, c'est ça. C'est que, enfin, pour recontextualiser, moi, j'ai eu une période de partiel très difficile. C'est peut-être la période, parce que moi, je suis en alternance, donc j'alterne entreprise et cours. Du coup, les périodes de cours sont très intenses, parce que, tu vois, on te cale toutes les matières en même temps, quoi. Et j'ai eu une période un peu dure, et j'avoue, psychologiquement, je me dis, j'avais besoin de souffler, quoi. Et puis surtout que je savais que je venais vous voir, donc moi, c'était un peu mon moment de détente. Et du coup, c'est vrai que j'avais cette réflexion de... Tu vois, grind pour grind, parce que tu vois, à côté de moi, en plus, je me rajoute des choses, tu vois, tout le monde, enfin, pour les partiels, c'est dur pour tout le monde, tu vois, dans ma classe. Et à côté, ils préparent pas une compète de body, ils ont pas leur posing à faire, ils ont pas des suivis diététiques, ils publient pas du contenu sur Insta. Donc, tu vois, il y a aussi ce truc-là de, tu vois, genre, ça demande de l'investissement de tous les côtés, quoi. Et je me te dis, mais des fois, tu dis, pourquoi je grind, tu vois, tu te remets en question et tu dis, est-ce que si j'en ferais moins, je serais pas plus heureux, tu vois. Et c'est les questions, tu vois, mais c'est des questions que je me pose à moi-même et j'ai pas les réponses, tu vois. Et c'est aussi, tu vois, je suis influencé parce que je discute avec plusieurs personnes, que ce soit dans mon entourage et tout. On me dit, mais pourquoi tu fais ça? Maintenant, t'es un peu plus sécurisé, tu vois, dans le sens où, tu vois, là, je suis dans mon école, je sais que si je finisse mon diplôme, j'aurai un très bon diplôme qui m'assure, tu vois, des qualités de vie. Ça demande quand même de travailler, tu vois, mais un diplôme qui me permette d'être plutôt bien. J'ai déjà mon diplôme de diététicien nutritionniste, tu vois, il me dit pourquoi tu as toujours plus et tout. Donc c'est vrai que, est-ce que des fois en faisant moins on n'est pas mieux, tu vois, c'est des questions que je me pose. Jusqu'où faut aller aussi, c'est ça la question, tu vois. Parce que est-ce que faut cette sensation de grind, il faut l'avoir, tu vois, en permanence. Parce que si t'es dans une sensation de grind, t'es peut-être à la limite, tu vois.
est-ce que combien de temps tu peux tenir cette limite psychologiquement aussi, c'est des choses parce qu'il faut pas oublier d'être heureux quand même. La vie, elle est courte, quoi, tu vois. Ouais. Je pense que Pas oublier de vivre, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Surtout ça, moi, sur le truc, mais je pense qu'on est quand même des profils, on a beaucoup parlé tous les deux, où on aime vivre intensément, tu vois. Et je pense que moi, j'aurais du mal à... Je pense que je peux le vivre d'une façon différente, le grind, mais j'aurais du mal à pas vivre intensément, tu vois. Dans le sens à être... en fait, je pense que j'aurais l'impression de m'ennuyer un petit peu. Genre, par exemple, je pense que si là, tu me dis, vas-y, tu dois te reposer, genre, je pense que j'ai pas vraiment envie de... Si on me dit, genre, que t'as envie de moins grind, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de faire des trucs, genre, je sais pas, par exemple, aller... bon, j'ai peut-être pas monté de montagne, mais faire une grosse rando, des trucs comme ça, des trucs, en fait, où c'est intense, tu vois. Où il y a une certaine intensité dans la vie, tu vois. Et je pense qu'on a différents profils là-dessus et que il y a les gens qui vont peut-être être plus dans vivre des trucs assez smooth et dans un truc entre guillemets confortable vont peut-être moins ressentir ce besoin, tu vois, de se mettre. Alors que toi, je pense que ce sera un peu pareil. Bah oui, parce que enfin, tu me dis, tu vois, moi, juste lâcher la bride, c'est, tu vois, faire plus de sport. Ouais, c'est ça, faire plus de sport, prendre plus de en fait, juste accorder plus de temps à la récup, au sport. Et puis même quand je dis, tu vois, là, je bosse quand même un peu sur certains... Tu sais, j'ai quand même quelques consultes à droite à gauche, je fais des programmes alimentaires. Peut-être que pour certains, ça serait déjà beaucoup, tu vois. Mais pour moi, c'est rien, tu vois. C'est juste que, tu vois, quand... Tu sais, enfin, c'est juste que là, tu vois, j'en avais un peu marre parce que, tu vois, tu tapes... Tu vois, genre, pour te donner un exemple, la physique, j'en avais pas fait depuis le lycée, là. Et je me retrouvais à devoir faire de la physique niveau prépa, quoi, tu vois. Et j'avais mon premier cours de physique, tu vois, au début... Enfin, peut-être début février. Et 3 semaines après, j'avais mon partiel, quoi. C'est-à-dire que ça te demande de... Voilà, des capacités d'adaptation. Voilà, poser des équations différentielles, tu l'apprends. Et du coup, c'est des trucs qui demandent des gros efforts, tu sais, de réflexion, de mentaux, tu sais, de te mettre dedans. Et c'est, enfin, tu vois, c'est des choses pas faciles, tu vois. Et des fois, tu te dis... ça use quand même un peu mentalement, tu vois. Je pense que ça fait mal, ouais. Et c'est pour ça aussi, tu vois, que j'avais peut-être besoin de souffler. Mais en fait, c'est pareil, c'est que peut-être que, tu vois, là, à la fin de la semaine, je vais dire, bon, les gars, faut que je m'y remette, là, j'en peux plus, tu vois. Et t'as envie d'avoir, c'est ce que tu me disais, t'as envie d'avoir hâte. T'as envie de retrouver ce truc où t'as hâte de travailler. Oui, c'est ça, de recréer le manque. Et on peut faire le parallèle avec la muscu. Tu vois, quand tu t'as mangé des gros volumes d'entraînement, que t'as peut-être eu un contexte qui est pas favorable pour ta récup en muscu, et bah, des fois, tu sais, t'as besoin de faire un deload, tu vois. Et des fois, ce deload, c'est aussi créer le manque. Et des fois, les deloads, ils sont pas que physiques, ils sont aussi psychologiques. 100%. Et Romain, on parle beaucoup de deload et de temps en temps, et Romain, il a beaucoup ce truc-là. Tu sais, des fois, tu me dis, ouais, j'ai besoin de retrouver le manque d'aller à la salle, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu fais ton deload, ça te fait chier, tu sais, ça te manque de t'entraîner dur, d'aller à la salle, et quand tu reviens, t'as la patate de fou, quoi. Moi, je ressens, en fait, c'est rarement dans mes perfs que je vois que je dois deload, c'est plutôt dans psychologiquement, mon état mental quand je vais m'entraîner, il est horrible, quoi. Genre, j'ai pas envie de m'entraîner, genre, tu sais, je vais repousser un peu. Je vais à la salle, j'ai la flemme, c'est long. En fait, c'est trop désagréable de s'entraîner comme ça, tu vois. Et pour moi, ça m'arrive rarement, mais c'est vraiment le signe que il y a un brouillard là, faut que. C'est assez rare, mais du coup, moi, c'est beaucoup marqué comme ça. Je pense que ça m'arrive aussi, excuse-moi, ça m'arrive aussi sur le travail, moi, pour le coup, tu vois. Où des fois, j'ai un putain de brouillard, c'était le cas hier soir, par exemple. J'avais un putain de brouillard, tu vois. Et on parlait de déload réactionnel. Et moi, c'est un peu ce qui se passe aussi, parce que du coup, tu fais un déload cette semaine au niveau du travail, tu bosses pas du tout, tu te l'ai dit, peut-être tu l'as conscientisé. Moi, du coup, ça va plus être du réactionnel, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je commence à capter ma limite, tu vois. Et je commence à me dire, ok, là, je suis au bout, je suis pas du tout sur le burn-out ou quoi, ou, tu vois, mais je sais que si je commence à aller plus loin encore, dans le contexte où je bosse quand même tous les jours de la semaine, tu sais, il y a un peu un truc, mais c'est toujours un peu compliqué parce qu'en réalité, des fois, le travail, c'est dur. Hein. Mais est-ce que je suis une salope mec de malade. Pour le volume d'entraînement, j'arrive plus que. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'on a plus d'expérience là-dedans. C'est plus facile pour moi. Et mec, pour le travail, je me dis toujours. T'es une grosse salope en fait. En fait, il y a le côté physiologique, tu vois, pour l'entraînement où tu te dis le corps a besoin de se renouveler. Alors que. Mais le cerveau, c'est pareil en soi. Ben oui, mais parce qu'on n'est pas aussi formé là-dessus, tu vois. On en discute, c'est ce qu'on disait aussi, que, tu vois, qu'il y a le côté plasticité cérébrale, que les lésions neuronales, elles se font quand tu réfléchis pas, que tu vois, être contemplatif et ne penser à rien, c'est là que ton cerveau, tu vois, se repose. Assimile les choses. C'est pour ça que quand tu fais des trucs qui demandent beaucoup de créativité, de sollicitation, aussi, tu sais, de s'impliquer dans des processus mentaux, c'est bien de, par exemple, faire des siestes parce que c'est là où le cerveau il reset un peu, tu vois. C'est Andrew Berman qui parle beaucoup de ça, tu vois, avec le yoga nidra et tout ça. Mais on est moins, tu vois, on est moins éduqué, on se dit quand même,
purée, je suis vraiment une grosse salope. Ouais, Tu sais, c'est souvent ce qu'on va se dire. Tu sais, là, je perds mon temps. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ont un grain. Moi, je me repose et il y en a d'autres, ils sont en train de me mettre une vitesse, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et puis après, c'est que nous, pour notre travail, c'était aussi dans la discussion qu'on avait hier soir, toi et moi, Yann, c'est que notre travail, nous, à Romain et moi, il y a quand même beaucoup d'actions qui vont nécessiter juste d'être faites. C'est-à-dire que nos capacités cognitives n'ont pas forcément besoin d'être à leur paroxysme à ce moment-là, tu vois. Tandis que toi, c'est pas forcément le cas, d'autant plus dans les révisions, tu vois, où t'as quand même un besoin d'être vraiment frais, tu vois. Et on prenait aussi cet exemple d'un mec qui est écrivain, tu vois, où lui, il a tout à gagner à taper des 9 heures de sommeil et se réveiller, limite se réveiller quand il est réveillé, enfin, pas mettre de réveil, tu vois, et hop, boum, bosser, et c'est tout, tu vois, parce qu'il doit être vraiment reposé, tandis que nous, on a quand même des moments où c'est des rendez-vous, des appels clients, des appels prospects, etc. Et du coup, même si ça, on nécessiterait quand même, on serait toujours plus performant d'avoir une bonne capacité cognitive, il y a quand même, on va dire, cet aspect, l'action doit être faite, tu vois, et que j'ai la bonne capacité ou pas, bon, déjà, il y a des trucs qui sont quand même la mécanique, mais je peux faire le taf quand même, tu vois. C'est plus de la tâche. C'est plus de la tâche, ouais. Que de la réflexion où c'est... Ça peut, mais on a quand même cette partie de travail de réflexion. Oui, bien sûr qu'on en a. On en a une grosse partie aussi qui est de la tâche rébarbative. Ouais, et je pense qu'avec 3 heures de sommeil, tu fais des retours vidéo d'exécution et tu y arrives, tu vois. Oui, tu y arrives. Alors, je dis pas que t'es moins plus performant, parce que je pense que moi, je le ressens des fois en fin de journée quand je suis vraiment au bout et que imaginons que j'ai mal dormi la veille. Je sens que là, faut vraiment que ça commence à durer. Il y a plus de mécanique. Des fois, je lis les phrases 2-3 fois. Oui, tu sens que ça tire, quoi. Ça commence à tirer, tu vois. Ouais. Mais il y a quand même des actions. Tu vois, je fais un appel client. Oui, tu peux. Mais pareil, moi, je me sens moins performant. Ça m'arrive de faire des appels le dimanche après tous mes bilans. Oui. Je sens que je suis moins dedans. Oui, moi des fois, je vais écouter une phrase, je vais mal la comprendre. Ouais. Enfin, tu vois, t'es moins performant, quoi. Ou ton cerveau que tu sens. Le pire, c'était des fois, t'es en train de parler, et là, t'es en train de réfléchir à ce que tu dis. Et tu sais, il y a un peu un bug. T'as l'impression que le cerveau, c'est un ping. Hop, là, c'est fini, tu vois. Et genre, t'arrives plus à trouver ta phrase, t'arrives plus à trouver tes mots. Perdu, en fait, t'as limite une réflexion un peu. Tu sais, c'est limite comme si tu te voyais de loin. Je sais pas si vous avez déjà vu. Tu dis, tu es vraiment un gogol. Qu'est-ce que je disais là? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Et en fait, là, c'est plus le flow. T'es plus dans le flow. Tu vois. Quand t'es dans le flow de discussion, là, par exemple, on est un peu dans un flow, on discute, y a pas vraiment de réflexion, c'est un peu ce qui vient, tu vois. Ça va. Mais quand t'es plus dans ce flow là, tu vois, ça devient vachement compliqué. Et du coup, t'es en train de dire, putain, merde, qu'est-ce qu'il faut que je dise déjà, tu vois. Et puis hop, là, le temps passe et tu paniques et c'est fini, tu vois. Je sais plus si t'as rien de parler dans ta tête ou à haute voix. Tu te poses la question, tu dis, attends, mais parce que tu sais, si t'es dans ta tête ou dans le moment présent. Oui, des fois aussi. Hein. Mais tu voulais aussi parler du côté de la concentration, parce que je pense que c'est un sujet intéressant. On avait une question que j'ai mis une Q&A la semaine dernière. C'est un sujet que Yann aime bien aussi. Comment améliorer sa concentration? Là, il est prêt, là. Dans la starting. Comment améliorer sa concentration pour être vraiment concentré au travail? Ou dans une tâche donnée? Moi, je pense qu'on commence avec Yann, parce que... Vas-y, commence. Alors là, moi, j'ai mon protocole de... On aura l'invité. Tu vois, déjà, moi, je travaille en... après, ça dépend, mais j'aime bien travailler en Pomodoro. Ouais. En 25-5. Je fais 25 minutes de travail, puis 5 minutes de pause, et je fais des blocs de 2 heures comme ça. Donc ça permet, en fait, tu vois, quand tu lances ton chrono, tu sais qu'il faut tu fais pas la salope. Tu dois rentabiliser le temps. Ouais, voilà, c'est ça. Ça veut dire que t'es sûr de faire tes 25 minutes à fond, quoi. Et pendant les 5 minutes aussi, bon, pour vous, c'est pas facile, mais moi, ce que j'essaye de faire, c'est de pas du tout aller sur mon téléphone. Tu vois, de pas aller chercher, en fait, de pas aller chercher une note stimulation au niveau cognitif. Ça va être, tu vois, soit je vais faire, je sais pas, je vais préparer vite fait mon meal prep, mais tu sais, en pensant à rien, parce que tu le fais un peu en mode robot, quoi. Ou je vais aller, je sais pas, préparer mon sac, mes affaires, tu vois. Du coup, je fais toutes mes petites tâches ménagères, tu sais, qui prennent 5 minutes, je vais faire ma vaisselle et tout. Bref, mais ça, c'est quand on est chez soi, mais quand on est au boulot, c'est pareil, tu vois, t'essayes juste de déconnecter un petit peu, quoi. Tu laisses ton cerveau vagabonder. C'est ça, ouais. Tu vois, et je trouve que déjà, ça, c'est un super point pour s'organiser. Acheter un chrono. Perso, j'aime bien avoir le chrono de cuisine. Moi, je trouve ça horrible, mais vous êtes des malades mentaux. Ils ont tous les ça, moi. Ouais, non, lui, il a un truc qui fait un bruit horrible aussi. Moi, j'ai un truc beaucoup plus stylé. Oui, c'est vrai que t'es stylé. Et tout le truc de cuisine, il fait tic, 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 t'as envie de l'éclater, en fait. Moi, ça me met la pression qu'il faut que je... Mais par contre, je suis d'accord que bosser avec un chrono, c'est le jour et la nuit. Ouais. En fait, comme tu dis, t'as cette pression. Et bosser en bloc aussi, moi je fais comme toi maintenant. Je fais des blocs plus longs parce que moi, 25 minutes, je trouve que c'est pas assez. Oui, moi, ça dépend de la tâche. Hein. Bah, en fait, oui, vu qu'on a des tâches qui sont moins. Toi, c'est des tâches qui sont tellement prenantes psychologiquement et en termes de concentration que toi, t'as besoin d'avoir des trucs courts. Nous, on peut se permettre, par exemple, quand je fais des bilans, moi je fais des blocs de 45 minutes. Parce qu'en fait, j'ai des moments de petite pause, tu vois. Des moments où genre, je tape. Enfin, tu vois, c'est beaucoup moins demandant cognitivement parlant. Mais. Comme tu dis, je ressens cette pression de putain, j'ai 45 minutes, faut que je fasse le plus possible. Et puis tu me mets des mini-objectifs, quoi. Tu dis, je sais pas, j'ai 8 bilans à traiter. Je sais pas, c'est un exemple, mais il faut que je les fasse en 45 minutes. Tu vois, genre, tu te mets une deadline, quoi. C'est-à-dire que tu te mets face à toi-même, donc du coup, ça t'oblige à aller chercher des ressources, quoi. En fait, finalement, comme on parlait dans l'autre podcast, c'est se mettre le chrono. En fait, c'est des mini deadlines. On parlait de deadline, de se mettre la pression. En fait, c'est des mini deadlines dans la journée, en fait. Bien sûr. Et qui sont importantes parce que sinon, tu te dis, quand t'as trop, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, si ça c'est sûr. Quand t'as trop de temps dans une journée,
tu te dis, tu sais pas trop quoi faire. Ouais, exactement, ouais. T'es en mode, t'as plein de trucs à faire, mais tu sais pas trop comment tu les avances et tout. Alors que quand t'es dans le rush, tu fais parce qu'en fait, t'as pas le temps. Donc, des fois, être dans la pression, tu bosses beaucoup mieux parce que t'as pas le temps, en fait. Et après, un très bon tips aussi qui est à garder en tête et qui est ultra simple, mais ultra dur à appliquer, et qui arrive souvent lorsque justement t'as beaucoup de choses à faire et une plage horaire très importante, c'est que tu sais pas par quoi commencer et en fait commence. Peu importe. Prends la première tâche, le premier, point. Celui que t'as écrit en premier, tu le fais. Tu vois. De réfléchir, ouais, c'est ça. Et là, si t'arrives à faire ça, tu vois, alors certes, c'est pas forcément le plus opti, mais en fait, tu vas perdre 5 minutes sinon à réfléchir à ce par quoi tu vas commencer, tu vois. Ouais, mais ça en vient, un autre type, c'est que si tu dois planifier tes blocs de travail, fais-le la veille, tu vois, en mode, tu vois. Par exemple, tu vois, moi, je sais que dans mes révisions, je sais pas si j'ai un truc, j'ai le choix entre, je sais pas, de la physique et de la com, je vais mettre ma physique dès le matin, premier bloc, et ça, le soir, je sais que je vais commencer par ça, quoi. C'est-à-dire que le matin, je me lève, je sais précisément ce que tu vas faire. Voilà, c'est ça, et je sais que je vais me faire minimum 2 heures là-dessus, quoi. Ouais. Tu vois, et je pense que ça, c'est important, quand vraiment prioriser, en fait, ce qui est le plus demandant, enfin, ce qui est le plus important ou le plus demandant au début de votre bloc. 100%. Et comme ça, après, vous coulez vers des trucs qui sont de plus en plus simples, qui vous demandent de moins de capacité pour se mettre à l'action finalement, quoi. Parce qu'il y a aussi une barre d'énergie, en fait, qui s'amenuise, et je crois qu'on appelle ça la volonté. Hein. Bah, c'est aussi, en fait, t'as plus de dopamine le matin, donc t'as plus de volonté, et après tu passes plus sur tout ce qui est sérotonine et tout ça, donc des trucs qui sont un peu plus, qui t'emmènent justement vers le sommeil. Et en plus t'as toute l'adénosine qui se fixe sur les récepteurs, tu vois, au niveau des récepteurs pour la mélatonine, et du coup ce qui t'emmène vers l'endormissement et la pression de la fatigue, quoi, tu vois. C'est de plus en plus dur. Et donc, comme tu dis, avoir des tâches du coup de moins en moins demandantes, c'est beaucoup plus cohérent, quoi. Et je pense aussi à un tips qu'il y a à avoir en tête, c'est pas vraiment un tips, mais mettez quand vous êtes entrepreneur, quand vous voulez entreprendre des choses, mettez une vraie réflexion, comme là on est en train de le dire, dans justement l'organisation de vos journées. Et n'hésitez pas à vous dire à vous remettre en question dans cette organisation-là. Moi, le nombre de fois que j'ai revu mes blocs. Et en fait, ça c'est énorme, tu vois. Et en fait, ça c'est un truc qu'on avait eu une réflexion en off avec Romain un jour, où en fait je t'ai dit, mais au final, je pense que c'est le chemin en fait de revoir tout le temps ces blocs. J'avais l'impression que moi il fallait que je trouve ma journée parfaite et que j'allais la maintenir 30 ans, tu vois. Et en fait, je pense qu'au final, c'est le fait de revoir tout le temps tes blocs en lien avec les priorités de l'instant. Notre formation de Trainers Programming sortira normalement en mai 2025, ou autre chose, si on est sur autre chose, tu vois, la programmation ou quoi, peu importe. Et ben en fait, c'est la revue justement de ces priorités-là qui va te permettre de revoir tes blocs, tu vois. Donc je pense qu'il faut toujours avoir une réflexion de ok, tout le temps, hein, qu'est-ce qui est ma priorité de la semaine, enfin ma priorité du mois, du lendemain. Oui, mais je pense que ce qui est bien, c'est aussi là tu disais priorité, enfin travailler ta journée en amont, c'est-à-dire de savoir le lendemain qu'est-ce qu'on fait, mais moi j'irais même encore plus loin, et faire ta semaine en amont, tu vois. Tous les plus grands, c'est un tips que j'ai pu avoir et que je fais en réalité depuis toujours, mais je suis abonné à une newsletter de Leila Hormozzi, qui est la femme d'Alexandre Hormozzi, qui met en avant que tous les plus grands CEO de cette planète préparent leur semaine le dimanche, tu vois. Le dimanche, ils se prennent un temps et toute la semaine qui va arriver, ils l'ont planifié. Alors je dis, ils sont pas forcément pas flexibles, mais ils l'ont planifié en tout cas en termes de rendez-vous. Ils savent à quel moment il va y avoir telle ou telle chose ou quoi. Moi, c'est un truc que je fais depuis toujours, que j'ai pas forcément conscientisé, juste c'est ce qui m'apparaît être le plus logique, tu vois. Mais je pense que c'est ultra important d'avoir ça en tête, d'avoir du coup ces blocs dans le contexte d'éducation ou quoi, de se dire ok, bah tous les matins à cette semaine je vais faire ça, même se dire pourquoi pas d'avoir une réflexion sur qu'est-ce qui est le plus dur ou quoi, pourquoi pas mettre tu vois dur ou moins dur, etc. Et puis bien sûr de rester flexible aussi au niveau de son organisation. Ce que je veux dire, il faut bien garder en tête qu'il faut rester flexible parce que vous avez des gens qui se font leur bloc, et s'ils n'arrivent pas à respecter, ils sont putain, je suis une merde. En fait, non, tes blocs ils sont faits pour être là, mais pas pour forcément être précisément exactement à la seconde près. Soyez, en fait, c'est la vie aussi, hein, il y aura des imprévus et c'est important d'avoir ce truc là. Et quand vous êtes confronté, imaginons, vous voulez, je sais pas, bosser sur vos programmes, pas de bol, coupure d'électricité, tu vois. Il y a rien qui fonctionne. Faut trouver autre chose, quoi. Bah là, au lieu de vous dire putain, vas-y, ça m'arrive qu'à moi, machin, là, tu vois, te faire un peu un comment dire, une fiction de. Une fiction, enfin pas une, non, mais tu sais, tu rumines, etc. Et puis tu commences à péter ton crâne, etc. Là, justement, se dire ok, qu'est-ce que je peux mettre à la place? Ok, lecture, ok, enfin c'est un autre truc que t'avais à un autre moment, tu vois. Parce qu'à la fin de la journée, en fait, là, t'as l'impression que c'est horrible, tu vois. Mais à la fin de la journée, quand justement
tu feras une rétrospection sur qu'est-ce que j'ai fait dans cette journée-là, tu vois, tu seras fier d'avoir trouvé la solution à ce moment-là, d'avoir comblé ce vide-là et d'avoir fait une autre chose, une autre action à la place, tu vois. Et prends justement ça comme une occasion. Imaginons que là, toute la journée, t'as pas d'électricité. Prends cette occasion-là pour justement faire plus d'éducation. Bon, je te dis ça au pif, mais faire l'action qui nécessite de faire, tu vois, là, je sais pas, fallait que tu construises un meuble, ça faisait des semaines que tu recueillais ça, que t'avais trop de taf, fais-le maintenant. Enfin, tu vois, genre, profite de ça, tu vois, c'est l'occasion. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Ouais, c'est ça. En plus, ça faisait partie de ce qu'on disait, tu vois. On en discutait, tu sais, de être performant dans le chaos. Ouais. Tu sais, c'est aussi pour ça qu'on avait cette discussion de grind. C'est que, en fait, si ton système, il est résilient que si t'es capable de performer dans le chaos. Parce que si t'es très productif dans ton environnement, enfin là, c'est les conseils qu'on donne sur. Je pense qu'on va te donner d'autres conseils encore après pour être la productif. C'est très bien d'avoir un environnement optimisé, mais si t'es incapable de travailler dans le chaos. Hors de cet environnement, c'est que tu vois. Ton système pue la merde. Voilà, c'est ça. Et puis surtout que ça te limitera toujours. Parce que les plus grands, ils ont performé parce qu'ils ont performé dans le chaos, en fait, finalement, tu vois. Tout ce que. Enfin, tu sais, si tu te contentes de travailler dans ton environnement très cadré, machin, que tu sors jamais, que tu prends jamais de risques et tout ça, est-ce que t'es vraiment performant, tu vois? Je sais pas. Ouais. Et puis, je pense que. Il faut accepter aussi que t'auras du chaos dans tout ça, tu vois. Ouais, tu peux pas performer sans qu'il y ait du chaos. Genre, tu peux pas te dire. Tout ne va pas être rangé de roi, tu prendras aucun risque. Et tu dois, si tu sens pas une pression, c'est bizarre, tu vois. Non, mais vraiment, je pense que la pression, il faut réussir à la manager. On en parlait aussi un peu hier. En fait, tout ce qu'on est en train de dire, on en parlait déjà hier. Mais je pense que la pression, il faut réussir à la manager. Il faut réussir à s'en battre un peu les couilles. Oui, mais il faut accepter qu'il y en a, en fait. Mais avec là. Que pas se dire, ah putain, si j'ai de la pression, c'est pas bien. Genre là, tu vois, hier, j'ai bossé quand même super tard. J'avais des trucs à finir avant qu'on parte au ski. Et en fait, genre j'avais quand même, parce que j'avais envie de m'entraîner aujourd'hui aussi, et que c'était soit je m'entraînais pas aujourd'hui, soit j'arrêtais de bosser à 21h et je chillais. En fait, j'ai fait, je vais pas chill, tu vois. Mais il y a quand même, j'avais cette pression un peu, tu vois, quand j'étais à l'entraînement, je pense que tu l'as senti. Ouais. J'avais un peu cette pression, putain, faut que je fasse des trucs, Et après, je me dis, en fait, c'est normal, tu vois. Genre, c'est ok d'avoir cette pression-là, et parfois, tu te dis, putain, je suis trop chiant d'avoir ça et tout. Bah, du coup, là, tu vois, quand je lis le livre de l'homme, je deviens plus résilient à ça, je me dis, bon, ça a une échelle mode. Ouais, t'as pas de fusée qui va exploser, quoi. Ouais, voilà l'échelle, mais je me dis, en fait, c'est normal, tu vois, de ressentir cette pression-là. Mais je pense que c'est bien de lire des gens comme ça. Alors déjà, parce qu'effectivement, ils te font comprendre des choses que tu as pas forcément conscientisées. Mais en plus, tu te rends compte qu'en fait, toi, là, l'impact que tu as sur cette vie, elle est quand même. Alors, je dis pas que c'est pas important, mais je veux dire. C'est éclaté comparé. Encore une fois, il n'y a pas de fusée qui va exploser. Tu vois, il n'y a pas des milliards qui sont en jeu. Au pire, imaginons, je sais pas, là, t'as un client qui doit rentrer. Là, tu pars en vacances, t'as pas le temps de le faire rentrer. Tu lui envoies un message, tu dis, excuse-moi, mec, enfin, tu vois, là, j'ai été pris par le temps, viens, je te fais rentrer semaine prochaine. Et c'est pas un con, il va te dire oui. Tu remets en perspective voilà, aussi. Tu t'excuses et tu remets dans le contexte et voilà. Enfin, tu vois, je pense qu'il se passera, en réalité, tous les trucs qui nous font flipper. Je pense que ça, déjà généralement ça se produit jamais. Là, je sais pas si vous avez remarqué, mais tout le truc c'est tout on chie dessus, ça se produit jamais. Et si ça se produit, c'est jamais aussi grave que ce qu'on pensait. Et c'est souvent ce qui se produit qui est grave, c'est ce qu'on n'avait pas forcément imaginé. Donc en réalité, si vous l'imaginez, ça va pas se produire. Bonne nouvelle. C'est intéressant. C'est un leurre. Ouais, c'est un leurre. Donc je pense que c'est bien. Ouais. Et aussi, bah tiens, ce qui est intéressant par rapport au leurre, c'est pareil. Tu vois, des fois, quand tu stresses ou t'es fatigué ou machin, je pense que c'est intéressant de voir cette émotion et de voir cette sensation comme une illusion, tu vois. En réalité, t'es pas vraiment fatigué, tu vois. En réalité, t'es pas à ce point-là fatigué. En réalité, t'es pas à ce point-là épuisé. T'es pas à ce point-là stressé. T'es pas un esclave à bosser 15 heures par jour, tu vois. T'as pas un mec qui te fouette, etc. Enfin, tu vois, il y a pas tout l'environnement. Tu sais, il y a des gens sur cette terre, dans le passé, ou même actuellement, malheureusement, qui quand même survivent à des choses ultra horribles et qui sont quand même debout en train de faire l'action, tu vois. Tu peux survivre à plus que ce que t'imagines, tu vois. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire, ouais. Donc, forcément, enfin, faut essayer de prendre un peu de recul par rapport à ça. Je dis pas que c'est des vies agréables du tout, mais bah, ils sont encore debout, tu vois. Donc, derrière, c'est aussi intéressant d'avoir ça en tête et de se dire que là, c'est juste que notre cerveau, et ça, c'est Gauguin qui s'en parle beaucoup, où notre cerveau, généralement, quand il dit stop, c'est loin d'être stop, tu vois. Genre, tu peux aller v'là loin, tu vois, en réalité, tu vois. Je dis pas qu'il faut, tu vois, aussi réguler par rapport à ce qui peut se produire quand on travaille beaucoup trop, mais. Oui, c'est important quand même. C'est important. Et mettre en avant qu'il peut y avoir aussi des. Enfin, tu vois, il y a des dérives. Je pense que toi, tu l'as vécu. T'as eu des. Tu sais que travailler beaucoup, ça peut amener quand même à des choses négatives, tu vois. Ouais, en réalité, c'est complexe comme conversation parce que, tu vois, il y a un peu ce truc de, ouais, mais généralement, les gens ont une mauvaise perception de leur surplus de travail. Du coup, ils vont pas travailler tant que ça. Mais t'as des gens où ça va être, ou qui vont y aller jusqu'à l'épuisement, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est bien d'aller quand même jusqu'à une certaine forme d'épuisement. Oui.
C'est un peu comme si on fait la perspective avec l'échec musculaire, si tu fais jamais l'échec musculaire, tu vas jamais arriver à 0, tu vois. Ouais. Parce que, enfin, de l'échec qui serait du coup pas réussir à faire la rep. En fait, si tu te dis que c'est au moment où tu grindes, que t'arrêtes et que ça a jamais été le moment où tu essaies de monter à la rep et que tu te fails, en fait, t'es jamais sûr qu'au final, ce grind là, c'est vraiment le vrai grind, c'est pas une mauvaise perception que t'as du grind ou que c'est toi-même, parce que j'ai déjà vu des gens qui font des mouvements de musculation et en fait, ils grindent, mais c'est pas du tout un bon grind. Tu vois que ça grind au moment où le bras de levier est le plus, et le moins, et plus court, tu vois. Tu vois, c'est pas logique. C'est du grind de comédien, quoi. Voilà, mais inconscient, hein, tu vois. Oui. Et du coup, je pense que c'est intéressant d'avoir ça en tête, également pour le travail. Ouais, mais que du coup, je pense comme le volume, en fait, souvent on se régule, mais c'est du coup être un peu à l'écoute aussi de pas se dire je suis une grosse salope et d'être à l'écoute, tu vois, de ce qu'on ressent. Parce que des fois, on peut se dire, tu vois, avec l'entraînement, il y a plus de signes peut-être qui vont nous dire là c'est trop. Avec peut-être ça va arriver trop tard, tu vois, quand on aura des signes de c'est trop. Avec le travail, on aura peut-être trop tiré parce qu'on ne se sera pas écouté, tu vois. Moi, je dis pas qu'il faut trop s'écouter, mais je pense que chez certaines personnes, il y a quand même des gens qui auraient tendance à ne pas s'écouter et à se dire juste faut voir les signes, quoi, parce que moi je sais que mes signes, enfin Romain il le sait parce qu'il voit mes trackings, je sais que quand je commence à faire des insomnies, c'est que qu'en fait le cerveau il décroche plus, en fait, tu vois, et toi t'as du mal à, et souvent ce que je disais tout le temps avec toi, c'est plutôt mettre le pied sur le frein que sur l'accélérateur. Je pense que toi quand t'es tout seul t'as du mal à le faire. Oui, c'est ça, tu vas continuer à t'entraîner autant, t'auras du mal à te dire, tu vas te dire que t'es une salope si tu dis load alors que t'as besoin de ça, tu vois. Enfin, tu vois, c'est plein de trucs, et même pour travailler. Et justement, tu vois, Yann il a quand même la mentalité d'avoir des doutes s'il peut quand même continuer, tu vois. Et je pense je pense que si imaginons, là t'es sûr, si t'es la personne qui est sûre de lui, là j'en ai trop fait, et tu sais qu'il y a aucun doute de est-ce que je suis une salope ou pas, tu vois. En fait, tu peux aller plus loin. T'es une salope, voilà. Et puis, mais je pense que si t'as zéro doute de pas être une salope, c'est que t'es une salope. Parce que même, quand on reprend dans le contexte, moi quand je me suis posé ces questions-là, c'est que ça faisait genre peut-être 4-5 mois là depuis la rentrée que j'étais à fond, que j'ai pas pris une journée où je bossais pas, ou genre je bossais 7 jours sur 7. Je prenais même pas à peine une après-midi, même les week-ends quand tu vois, genre je bossais sur des rapports, des trucs, et ça arrêtait pas, et puis j'avais mes suivis, puis limite je disais même que mes week-ends étaient plus chargés que mes journées en entreprise. Genre j'étais plus, enfin tu vois, quand je suis en période étudiante et que je suis à l'école, ou quand je suis en entreprise au boulot, tu vois, travail de bureau, c'est moins je suis plus stressé le week-end. Parce que le week-end, je me mets plus la pression sur mes résultats. Parce que en semaine, personne ne me met la pression vu que je suis dans un cadre, tu vois. Et quand je me mets moi-même mes objectifs, à chaque fois, je finissais mes week-ends frustrés. Souvent, je dormais mal le week-end alors que je dormais mieux la semaine. Parce que, en fait, j'avais l'impression de pas travailler assez. Et tu vois, quand tout ça a coulé, enfin, Romain, parce quand vous êtes revenu vous êtes reparti en Roumanie, enfin, Romain, il est revenu avec moi dans mon appart. À ce moment-là, je commençais à basculer dans le moment de trop, tu vois. Ouais, ça a été dur, Et en fait, soyez attentifs à vos signes, en fait. On a tous, je pense, chacun nos signes. Moi, je sais que c'est le sommeil. Et soyez attentifs à vos signes parce que souvent, quand les signes commencent à arriver, c'est peut-être déjà qu'il est trop tard, tu vois, dans certains trucs. Mais tu vois, s'il n'y a pas de signe, que c'est juste un ressenti, tu vois, essayez de vous mettre en perspective, tu vois, c'est compliqué de faire vraiment. Parce que, enfin, moi, les signes, ils sont clairs. Hein. Je peux passer une nuit à tourner, à être allongé hors de mon lit, à réfléchir à la vie, tu vois, juste parce qu'en fait, mon cerveau, il continue à tourner, quoi, tu vois. Et tu vas quand même loin, tu vois, dans ça. Donc, c'est quand même rare les gens qui. En fait, t'arrives quand même rarement à cette limite-là, tu vois. Faut quand même avoir une grosse capacité de travail pour arriver à cette limite. Donc, comme je dis souvent, vous en avez sous le coude. Souvent c'est un biais. Et encore une fois, on n'est pas, je voudrais rappeler. Mais il faut garder quand même cette nuance, tu vois. C'est pas un discours culpabilisateur ou quoi, tu vois. Genre enfin, moi j'ai le nombre de fois que j'ai fait la salope. Tu vois, c'est normal. Et en fait, tous les gens là qui vous disent que ce soit nous ou que ce soit des gens aussi qui sont souvent des Américains ou quoi, tu sais, qui font des grands discours de motivation en expliquant les nombres d'heures qu'il faut travailler, la façon dont le grind qu'il faut avoir, etc. C'est des gens qui ont fait les salopes pendant des années, tu vois. Parce que, et justement, c'est via cette réflexion personnelle qu'ils se sont dit, ok, est-ce que là je peux aller encore plus loin dans l'effort ou quoi, je parle d'effort de travail même en termes de sport. En fait, Goggins c'est l'exemple parfait du mec qui alors je n'irai pas à dire ce que j'ai dit juste avant, mais qui a eu un travail, enfin voilà, qui s'est mais il était en surpoids. Il était en surpoids, il avait tenté l'armée, finalement après il a fait l'armée, il a fait justement, il s'est un peu chié dessus, du coup il a dit, enfin c'est pas vraiment chié dessus, mais tu sais on lui a diagnostiqué un truc potentiellement je sais plus où. On lui a diagnostiqué un truc au cœur et on lui a proposé d'arrêter. Continuer ou arrêter. Et il a dit je veux arrêter. Voilà, alors qu'en fait c'était pas si grave. Et il a dit après au fond de moi je savais que j'ai fait la salope. Voilà, c'est ça, tu vois, il l'a dit un peu globalement. Et après du coup boum, il est revenu dans une vie de merde en gros, enfin, comme lui le sous-entend. Et après hop, il s'est remis dedans, en fait, tu vois. Et c'est pas, en fait, c'est jamais grave. Ce que vous faites actuellement, ce qui est grave, c'est de continuer à le faire si vous pensez que vous pouvez faire mieux, tu vois. Et pour faire un parallèle à la muscu, du coup, par rapport à ce que tu disais là sur le fait de planifier, parce que bon,
qui est un podcast de muscu à la base, les mecs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal aussi à suivre leur plan, à bien gérer leur diète parce qu'ils planifient rien du tout. Genre, ils font tout le lendemain, quand ils se réveillent, ils savent pas s'ils vont s'entraîner, ils savent pas ce qu'ils vont manger. Et ça, c'est genre, ils savent pas comment ils vont travailler. Et en fait, ça, c'est le pire truc. En fait, et même pour bien dormir, pour être serein, je pense que quand le soir, tu sais le lendemain précisément ce que tu vas faire, il y a même un stress qui descend. Quoi. Et surtout, vision sur la semaine, comme tu dis, le dimanche, en fait, si vous avez du mal à faire vos trainings, vous posez votre cul le dimanche, vous regardez votre agenda et vous planifiez votre training à l'avance. Et il n'y a pas de. Vous les mettez sur votre agenda, il n'y a pas de ah non, en fait, aujourd'hui j'ai la flemme. Bah non, en fait, c'était prévu, donc j'y vais, point barre. Il n'y a pas de je me laisse le choix. En tout cas, pour moi, avec l'entraînement, c'est comme ça que ça doit fonctionner parce que, encore une fois, plus vous allez louper des séances, plus ça va être facile de les louper. 100%. Plus vous allez vous dire oh bah en fait, j'ai le droit de louper une séance. 100%. Et le pire, c'est des fois, je sais pas si ça t'arrive en coaching, toi. Des fois, tu enlèves des séances à des gens qui ont du mal à adhérer. Et en fait, c'est encore pire. Parce que je pense que ces gens-là, en fait. Ils ont l'impression de moins faire. Ouais. Et puis ils se disent, tu sais, ils ont 3 séances dans la semaine. Donc t'as commencé à 5, t'as mis 4, 3. Et ils se disent, ah, sinon je peux la louper, je ferai demain, tu vois. Et en fait, quand t'arrives jeudi, ils ont toujours pas fait de séance. Et du coup, bah, en fait, ils sont dans le rush et ils terminent leurs 3 séances. J'ai pas mal de gens enfin, j'ai déjà vu souvent ce genre de schéma se répéter. Et en fait, c'est parce que vous avez tellement accepté que c'était ok de louper des séances que bah, ça devient. Ouais, 100%. Et je pense qu'aussi, il y a aussi un truc de quand tu en mets moins ou quelque chose qui est du coup moins optimisé, les gens ont tendance à se dire ah bah vu que c'est pas optimisé, je vais pas le faire. Ça sert à rien, tu vois, genre vu que je pèse plus mes aliments, vas-y, je vais me commander McDo tous les jours. Enfin, tu vois, je caricature à l'extrême, mais tu vois, je pense qu'il y a des gens qui justement vont pas se dire ok, je le fais pas à 100%, je le fais à 80 et bah vu que je le fais à 80 en fait ça va servir à rien. T'imagines, il faut le faire à 100% pour que ça fonctionne. C'est un truc que j'ai noté et que je voulais qu'on parle justement. On-off quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et c'est le gros problème des gens, c'est que du coup, c'est soit ils essaient de tout faire parfaitement. S'il y a un couac, comme tu dis, genre un peu de chaos, ils changent d'environnement, ils font n'importe quoi. Oui, c'est ça. On en revient à ton système, c'est tu vois. Enfin, tu vois, genre par exemple, si tu te rajoutes plus d'occasions sociales. Ah bah je rentre de mon occasion sociale, je sais pas, enfin si c'était le midi, oh bah du coup je fais plus rien de la journée quoi. Ouais, je fais rien, ou genre, oh bah vas-y, j'ai mangé resto le midi, bah autant bouffer de la merde tout le reste de la journée. Ou tu sais, genre je me suis levé super tard parce que je sais pas, j'ai eu une sortie la veille, oh bah du coup ma journée elle est niquée quoi. Et c'est là qu'il faut être résilient, se dire, je sais pas, je me lève à 11h parce que tu sais, je sais pas, j'ai eu un truc, je suis sorti à 3h, tu vois, et bah soit tu conserves ton heure de réveil, soit tu te lèves à 11h, mais si tu te lèves à 11h, bah en fait tu déroules ta journée. Tu réorganises ton système et tu fais en sorte que... C'est ça, tu bosseras peut-être un peu moins, mais tu bosseras quand même, tu vois. Priorité, c'est quoi le plus important, je le fais point, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense qu'il y a trop de gens c'est dur par contre de le faire. Je pense qu'il y a trop de gens... Attends, c'est intéressant ça. Je pense qu'il y a trop de gens qui passent trop de temps à réfléchir sur leur journée et pas assez réfléchir en amont sur leur semaine. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a trop de gens qui arrivent à leur journée, passent trop de temps à réfléchir sur ce qu'ils vont faire. Oui, du coup, plutôt que planifier. En fait. Oui, bah voilà, parce que du coup, bah en fait, quand t'es à la journée, c'est pas lundi que tu dois réfléchir sur ce que tu dois faire le lundi. Hein. Bah oui, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que t'arrives lundi matin et en fait, tu planifies ta journée de lundi. En fait, tu passes ta journée à planifier ta journée. C'est ça. C'est vrai que c'est lunaire de faire ça. Et je pense qu'il y a trop de gens qui font ça et qui du coup perdent un temps fou. Ils arrivent pas à se dire qu'est-ce qui doit être priorisé. Je sais pas, moi hier, j'ai un peu moins bossé, tu vois, par exemple, parce que voilà, il y a Yann qui est là, automatiquement, on discute un peu plus. Enfin, du coup, tu perds un peu plus de temps et je m'étais conscientisé déjà que j'avais peut-être un peu moins bossé. Du coup, bah, j'ai fait de priorité. J'ai fait mes programmes. De toute façon, là, j'ai même mes rentrées nouveaux clients parce que du coup, je sais que là, cette semaine, bah, j'ai qu'aujourd'hui pour bosser pour les nouveaux rentrées. Donc, j'ai speedrun un peu tout ça. J'ai pas fait de Young Trainers. D'où le fait que ça sortira sûrement en avril. En mai, plutôt. Et du coup, bah, j'ai priorisé l'essentiel, quoi, que je dois compléter actuellement et je pense que c'est important. Mais de le faire en amont, ça. De conscientiser ça en amont. Tout comme Yann conscientise le fait que là il se repose, tu vois. Enfin, tu vois, c'est des choses qu'il faut vraiment planifier. En plus, tu m'avais dit que tu l'étais dit il y a longtemps. Ok, pause partielle, je fais une pause, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Je savais que la période allait être dure. Je sentais que ça allait arriver. Et puis en plus, enfin, j'ai laissé du chaos rentrer dans ma vie, donc je savais que ça allait être, tu vois, compliqué. Et je m'étais dit, bon, t'as du chaos. Tant qu'il y a de la fatigue, parce que bon, j'ai fait des semaines où il y avait des nuits qui étaient à peut-être 4-5 heures de sommeil, tu vois, donc c'était compliqué. Mais je me suis dit, ok, prends plaisir dans le grind, essaye de te repousser. En plus, je lisais le livre de David Goggins en même temps, et tu te dis, de toute façon, après cette date, tu vas pouvoir relâcher. Ouais, puis ça te donnait aussi un peu headline. De la lumière dans le chaos. Ouais. De te dire, putain, j'y arrive, et petit à petit, et puis j'avais pas le droit de me plaindre. Tu vois, je me disais, j'ai pas à me plaindre, et puis je me dis, moi j'ai cette chance, enfin, tu vois, je me dis, j'ai cette chance, prends plaisir dans la, tu vois, dans la difficulté, c'est ce que je me dis aussi sur mes grinds, dans muscu, je me dis,
en fait, c'est quand ça commence à graine que c'est marrant, quoi. Ouais, C'est vrai oui, qu'il faut se- ouais, je suis assez d'accord. Quand ça commence à être dur, ça commence à être. Enfin, c'est comme l'entraînement, tu vois. Ouais. Si t'entraînes pas, si c'est pas dur, en fait, c'est pas drôle, tu vois. Ouais, c'est Et ça. genre, ça refait au parallèle de le truc de vivre intensément, tu vois. Ouais, c'est ça. Si. Enfin, tu sais, pourquoi on irait faire une randonnée de 10 km si on peut en faire une de 70 en fait? Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, tu vois le truc, si on part en. Genre Yann, si on part en vacances, viens, on va faire une randonnée énorme, tu vois. Ouais. Oui, Viens, c'est on va faire un truc de ouf plutôt que on va faire un truc de 10 km tout pourri, c'est nul. oui, c'est ça, c'est pareil. Je pense aussi, ce qui est intéressant, c'est de devenir inspirant pour les autres, tu vois. Oui, bah, il y a forcément ce côté-là aussi qu'on parce aime. que- Ouais. C'est le fait de... On fait pas tout pour nous-mêmes, tu vois, on fait aussi pour. Non, il faut que ce soit un multifactoriel. Ouais. Tu vois. C'est qu'il y a un... Lead by example. Exactement. La différence entre un chef et un leader. Ouais, tu vois, on a pas les... Putain, c'est beau. Non, je pense que c'est pas mal d'avoir ça en tête, à mon avis. En fait, il faut essayer de trouver un sens derrière Ah, ce qu'on oui. fait, quoi. Ouais. Ouais, on a encore un peu de temps, on a encore 5 minutes. Ok. Allez. On n'aura pas du minutes. tout traité de la sèche. 10 minutes? On n'aura pas parlé de sèche, C'est voilà. pas 10 minutes. Non, on n'a pas parlé de sèche du tout. Il y avait des petits sujets que vous vouliez. Bon, je pense qu'on va pas en parler du tout. Bon, après, on peut venir sur la productivité, hein, si vous avez d'autres conseils. Bah, Des petits on va balancer des petits tips rapides. Petite productivité, moi, parce que c'est vrai que du coup, au final, t'as développé un peu ce que toi tu faisais, puis après, on a dérivé. Mais moi, ce que je fais en termes de productivité, alors moi, du coup, j'utilise aussi les minuteurs. Mais alors ça m'est déjà arrivé de faire le Pomodoro. Ou le Pomodoro un peu revu par rapport à ce que la tâche que je fais, tu vois, genre les bilans ou quoi. Mais souvent, ce que je fais, c'est aussi un peu du réactionnel, tu vois. C'est-à-dire que, c'est pas forcément, je pense que ce qui est le plus productif, je vais sûrement changer d'ici quelques temps, mais je me mets du coup imaginons, là, j'ai planifié les bilans, je vais essayer de les finir en 3 heures, je me mets le minuteur pour 3 heures, tu vois. Et je vais faire un peu du réactionnel en mode, je me repose dès que je me sens vraiment mort, tu vois. Mais je pense pas que ce soit le mieux, tu vois. Je pense qu'il faudrait que je fasse autrement. Moi, il me faudrait 2 minuteurs. Il me faudrait un minuteur de bloc. Il me dit, j'ai 3 heures là. C'est-à-dire, Ouais. oh, oui, putain, faut que j'achète ça. Ouais, C'est un 2 minuteurs. Parce qu'on a fait une formation de productivité avec Yann d'un gars qui est médecin, études de médecine. Ah, vous l'avez fait ensemble? Et du coup, bah. Oui. Oui. Et en gros, il me l'a envoyé et j'ai lu les trucs. Et enfin, j'ai regardé les trucs et c'était assez intéressant. Du coup, il dit justement, en fait, que quand t'arrives à l'échec, en fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours des parallèles trop bien. Oui, bien sûr. Quand t'arrives à l'échec, tu perds des reps à chaque fois. Voilà, c'est pareil en fait. Ouais. Tu perds des capacités à chaque fois que tu vas à l'échec. Et toi, ton but, c'est de tenir le plus longtemps possible le même nombre de reps, tu vois. Oui, à différence de la musculation où il y a une adaptation qui se crée quand tu vas à l'échec, Oui. il n'y a pas d'adaptation, Non. c'est de la fatigue. Bah, il y a quand même une adaptation parce que je pense Oui, que je pense qu'il y en a. tu t'adaptes à avoir de plus en plus de capacité à aller loin Ouais. dans l'effort. Mais ton échec l'échec, il doit être sur le dernier bloc, quoi. Oui, c'est ça. Mais si ton échec, il est dès le premier bloc, en fait, tu te fous dans la merde pour les deux blocs parce que. Et moi, je me rends compte quand mes journées sont bien timées au niveau des pauses. Et du coup, ça sera. Bah, je peux faire un parallèle avec les pauses. Pour moi, c'est un truc qui est intéressant, qui vraiment a un impact très positif sur la productivité. C'est le fait de faire des vraies pauses, genre boire un café en faisant rien ou en regardant dehors ou faire une sieste. Moi, c'est les deux trucs qui marchent bien. Lire, ça marche bien aussi entre mes blocs. Parce que pareil, j'ai l'impression que même si c'est pas forcément la meilleure façon de faire une pause, je pense. Moi, j'aime bien parce que ça me coupe un peu dans mon truc. Mais du coup, avoir vraiment des pauses qui sont en mode tu laisses le cerveau vagabonder. Ouais. Et moi, je dirais, tu vois, après, c'est des tips un peu différents, mais tu sais, des tips un peu plus pratiques, tu vois, qui est important. Le matin, essayez de vous exposer à la lumière du jour. C'est super important pour être productif, tu vois, parce que ça augmente la sécrétion de cortisol, parce que ton corps capte qu'il fait le jour. Donc, du coup, tu seras plus focus, tu vois. Parce que si je me mets face au soleil en buvant mon café, la fenêtre ouverte, ça marche. Ça marche, ouais. Je fais ça, des fois. Ou la lampe à UV. Ouais, j'en ai une, moi, du coup. Tu vois, ça, c'est important. Mais si possible, la lumière du jour, ça, c'est bien, tu vois. Ça peut être aussi, tu vois, le matin, si vous avez des grosses charges de travail, moi, je privilégie pas trop les repas glucidiques, tu vois. Parce que moi, j'aime bien les repas lipidiques aussi. Plutôt lipidiques et protéiques, tu vois. Ouais. Parce que les repas glucidiques, généralement, surtout si t'es assis, tu vois. Bon, souvent, moi, j'essaye de marcher un petit peu sur mon premier bloc de travail pour, tu sais, libérer un peu de facteur BDNF, tu vois. Le Brain Neurotrope Factor, tu vois, pour stimuler un peu la pas besoin de l'expliquer. La vasodilatation cérébrale pour emmener plus d'oxygène. Mais du coup, tu vois, et essayer de privilégier peut-être pas, tu vois, la brioche avec la confiture, c'est peut-être pas le mieux pour être productif. Oh putain, bah oui, mais voilà. Merde, les chocs à pic, c'est pas le frère, moi je fais ça. Tu me le dis, gros. Non, mais tiens, c'est bête, mais il y a des mecs, tu vois, je suis sûr que, tu vois, genre, c'est Jérémy Coron, un mec qui est dans la productivité, il dit tous les mecs qui font des séminaires productivité, qui mettent des pains au chocolat avec du jus d'orange à 10h. Mais gros, ils ont rien compris. Vous êtes vraiment des gogoles, quoi. Ouais. Mettez des putains de noix et. Ouais, c'est ça, des noix et du tout. fromage blanc, quoi. Mais moi, je pense que c'est surtout aussi au-delà de l'aspect macronutriments, surtout aussi l'aspect volume alimentaire. Je pense que de manger beaucoup le matin, si tu te blindes de lipides le matin, je
pense que tu vas être vachement valorisé. Pareil, Ouais, c'est juste que t'as moins tendance, en fait, t'as moins tendance à manger beaucoup de lipides et à manger beaucoup de protéines, parce que protéines, t'en manges une portion, tu vois, peu importe ce que tu manges genre un petit peu de fromage blanc ou un shaker de whey ou peu importe. Et lipides, tu vas manger pareil, une petite portion aussi. Tandis que les carbs, c'est un peu en lien avec ton total calorique, tu vois. Du coup, il y a des gens qui vont manger des fois un gros volume de carbs, tu vois, à ce moment-là. Et je pense que du coup, ça peut amener à être genre moins productif de par le fait que tu vas avoir la fatigue post-prandiale. La fatigue post-prandiale. Puis t'as aussi le côté insuline, c'est que j'avais fait un post là-dessus, c'est que t'as un rythme circadien quand même au niveau de l'insuline. T'as une sensibilité à l'insuline qui est différente le matin et le soir. Okay. Et ta sensibilité à l'insuline, elle est beaucoup plus importante le matin. C'est-à-dire que tu vas mieux métaboliser les glucides, mais ça veut dire que possiblement, en fait, tu vois, si tu prends une grosse charge glucidique et que tu la métabolises très bien, c'est le truc de hypoglycémie réactionnelle à 11 heures, tu vois. C'est-à-dire, imagine, tu prends une grosse charge de glucides. Déjà, ton corps, il métabolise très bien. Il détecte la grosse charge de glucides, il va faire l'insuline, elle va monter d'un coup. Et en fait, si t'as rien fait de la matinée, c'est-à-dire que tu vois, t'as pas dépensé, c'est-à-dire que t'as pas linéarisé ta glycémie, bah c'est possible que d'un coup, ça fasse un crash, tu vois, au niveau de ta glycémie. Et à 11 heures, en fait, t'as plus de sucre et enfin, tu vois, t'es. Beaucoup de fatigue, quoi. Ouais, mais après, ça se régule, ça, non? Moi, j'avais plus en tête que ça, parce que justement, il y avait ça, c'est un peu le discours de Glucose Goddess. Ouais. Je sais pas si tu vois qui c'est. Je crois que ça me parle de nom, mais j'ai pas. Parce qu'elle a un fond insuline, tout ça. Ouais. C'est une française en plus, Ouais. qui est très connue dans le milieu anglophone. Ouais. Et elle est pas mal débunk sur tout ce qui est trucs comme ça. C'est pas Glucose Révolution son truc, c'est pas un. Je saurais pas te dire. Mais après, je pense que ça dépend aussi des contextes. Enfin, il y a sûrement du vrai dans ce qu'elle dit, mais il l'abuse de fou. Ouais, mais je crois qu'elle appuie vachement sur le truc mécaniste, tu vois. Genre, ça aurait du coup un impact. Par exemple, je crois qu'elle disait, faut pas manger de la confiture le matin. Faut que je puisse. Alors, je dis peut-être de la merde, c'est pas forcément ce qu'elle disait, mais en gros. Apprenez des aliments, elle disait ça faut pas en manger le matin, tu vois. Oui. Mais en fait, le truc, c'est parce que du coup, tu vas avoir faim, genre 2 heures après, mais en fait, le truc, c'est que t'as faim 2 heures après, parce qu'en fait, t'as mangé juste une cracotte, tu vois. Oui. En gros, c'était juste par rapport au volume alimentaire. Tu sais, elle mettait en avant que c'était par rapport au glucose. Oui. En fait, c'est juste par rapport au volume alimentaire qui était pas si important que ça, tu vois. Oui, puis c'est dire que le glucose, c'est le seul problème, alors qu'en fait, le problème, c'est aussi, il y avait pas de fibres dans ton repas, il y avait pas de protéines. En fait, tu vois, c'est pointer du doigt le problème qui n'est pas le vrai problème. Surtout par rapport à l'aliment, tu vois, juste t'as rien. Oui, t'as rien en termes de volume non plus. Bon, moi, j'ai plus ça en tête, tu vois, par rapport. C'est pour ça que je parlais du volume au niveau des carbs. Je pense que le problème, au-delà de la réponse à l'insuline, c'est surtout par rapport au. Juste que les carbs vont t'emmener du coup beaucoup plus de volume. Ils vont t'emmener peut-être des fois à avoir du coup cette fatigue post-prandiale que j'oublie à chaque fois en termes de nom. Et du coup, ça peut t'amener des fois à être moins productif. Mais je pense qu'il y a un peu des deux, parce que moi, c'est Anthony Berthoud qui en parlait pas mal. Pour moi, c'est une grosse référence en nutrition. C'est un diététicien, mais qui a bac+5 parce qu'il a poussé ses études. Il a sorti le traité de. Je sais plus le nom exact du bouquin, mais c'est 1500. En gros, c'est 1500 pages en gros de full étude, quoi. Okay. Et il cite ça en fait, que tu vois, on a ce rythme circadien et qu'il faut un peu cycler finalement, tu vois, son alimentation par rapport à son. Il appelle ça de la chronobiologie, tu vois, et chrononutrition, quoi, finalement. Mais tu sais qu'il y a quand même des avantages. Je sais que de ce que j'avais vu dans les menus, tu peux avoir des avantages à consommer des glucides le matin, je crois, pour réguler la glycémie aussi. Mais en fait, je pense que c'est dépendant du contexte. Et là, c'est dépendant du contexte. Là, on parle de gens, tu vois, qui ont un travail de bureau sédentaire le matin. Ouais. Je pense pas que ça soit la meilleure chose. On est d'accord. Tu me dis à un mec qui est debout, rien qu'un mec qui est debout ou un mec qui est ouvrier, 100% je lui mets des glucides dans sa diète, tu vois. En fait, c'est juste si tu dois avoir un travail intellectuel le matin et que tu bouges pas. Là, pour le coup, je pense que c'est pas optimisé, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et même moi, en tout cas, moi, d'expérience, je le ressens quand même. Et j'ai tendance à être attiré plus par des protéines et des lipides le matin. Je pense même aussi que des fois, de jeûner le matin, ça peut être bien. Moi, je sais que là, le problème, c'est que quand t'es surtout dans un travail de bureau, tu vois. Genre, moi, je sais que j'étais bien quand je jeûnais, tu vois. Moi, je jeûnais fort, là. Ah, mais 100%. Semaine pro, ça commence le jeûne, là, avec la prépa. 2400 cales, la vie d'artiste. 100%, moi, en prep, pareil, je fais du jeûne intermittent le matin. Je trouve que c'est. En fait, quand t'as envie de travailler et te mettre dedans le matin, tu t'entraînes pas du tout. Mec, et tu te réveilles, t'as besoin de te préparer ton tu peux en 10 minutes t'es sur le PC. C'est j'abuse, mais en plus, unpopular opinion dans le cercle des diététiciens, de pas prendre de petit déjeuner le matin. Mais tu te fais. Quand t'es en consulte à l'hôpital, je me faisais que les gens te disent je mange pas de petit déj, il faut absolument, tu vois, les convaincre de prendre un petit déj. Ça veut quelle idée de merde, ça. En plus, les gens ils sont en surpoids et tout, enfin si c'est le cas, tu vois, et en fait. Sauter le petit déj. En plus, le petit déj, c'est souvent là où les gens ils mangent plus de la merde. C'est en termes pratico-pratique. C'est là où les gens ils mangent pas de. Tu sais, genre mangent confiture, machin. Ils mangent souvent pas de brioche, pas de protéines. Personne mange du fromage blanc le matin. Donc en fait, si tu nexes le petit déj, tu nexes genre un gros apport calorique potentiel par rapport à où ils en sont, tu vois. Puis il y a des gens en plus qui sont diabétiques, toi et tout. Ouais, moi j'ai fait qui du coup bouffent des trucs. Mais les diabétiques, t'es un peu obligé parce que tu vois. Oui, parce que ça régule justement la glycémie. Parce que en fait, c'est aussi parce qu'ils ont leur traitement.
Des fois, s'il y a un traitement qui est mis, tu vois, ils peuvent pas se permettre de sauter, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il faut que la glycémie soit constante, quoi. Et ça aide aussi à réguler la glycémie, le fait de manger. Bah, des fois, je crois qu'il y en a certains, s'ils veulent vraiment pas de prendre de petit-déj, on leur met pas de petit-déj, tu vois. Ok. Ok, bon, messieurs, on arrive là au bout. On a fait un podcast qui n'a pas du tout porté sur la sèche, alors que c'était le sujet principal normalement, mais c'est pas grave, je pense qu'en vrai, ça. C'était intéressant. Moi, je sais que c'est des discussions que j'aime bien, tu vois. Ouais, moi aussi. Donc, et c'était probable, ce qu'on s'était dit avec Gir, c'est que ça allait sûrement tabler comme ça, nous connaissant tous les trois. Ouais. Mais enfin, on pourra du coup garder ce sujet-là pour la prochaine. Ouais. Même si je crois que là, il n'y en aura pas avant un moment, parce que là, du coup. Oui, bah, en fait, moi après, je pars en France. Ouais, je pars en France. Enfin, je pars en Angleterre, après en France. Ouais. On a un séminaire après RTS. On n'a pas parlé non plus. On en a un peu parlé, mais du coup, un séminaire avec JR où on va continuer de se former. Voilà, la salle de Vivian. Ouais. Ils seront. Avec du coup, RTS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un. C'est une formation. Ouais, un truc de formation. Première édition en France d'ailleurs. Et du coup, bah, on sera pas là, on n'aura pas de podcast avant un bon moment. Le prochain podcast, ça sera, je crois, fin avril. Ouais. Bon, putain, la vache. Petite pause avant un bail. Hein. Ça va vous faire chelou, hein, les gars. On va vous manquer un peu. Merci beaucoup, Yann, d'avoir été présent. J'ai kiffé la discussion. Pareil. Merci à vous, les gars. Ouais. Incroyable cette invitation. Ouais. Chaque fois, là, c'est le régal. Petit cœur dans mon petit cœur. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bon, on se dit à la prochaine. Yes. Ciao. Ciao.